Erev Tov Lekoulam. Chanukah Sameach. Bonsoir à tous. Bezrat Hashem. Ok, Bezrat Hashem, j'aimerais dédicacer le cours de ce soir. Leilou Nishmat Odet Belara Bat Mesaouda chez Nishmata Tietzura Betzra Chaim Bezrat Hashem, ainsi que pour la Rifoua Shlema Lavdil de Liv Chaya Rachel Yael Bat Estelle Esther Bezrat Hashem Mitor Shacholam Israël. ainsi que les Refoua Shlema Shel Or Ben Nana Bezrat Hashem Mitor Shacholam Israël. Ok, avant de commencer le cours, là, je vois que le temps que tout le monde s'installe, juste pour vous rappeler, donc Bezrat Hashem, prie pour mon frère @gmail.com. Prenez sur vous des livres de Tehillim. On avance au fur et à mesure. Les gens ils prennent de plus en plus de livres de Tehillim. On voit qu'on arrive à la fin. Et allez savoir qu'est-ce qu'on on arrive à annuler comme mauvais décret, à sauver des soldats, à protéger les civils et voir d'autres choses qu'on saura après 120 ans. C'est comment dire, c'est une force énorme. On est ensemble réunis dans tout ça. Donc, Bezrat Hashem, continuez à prendre sur vous des livres de Tehillim. Rappelez-vous, donc, il y a un tirage au sort, 3 prix de 500 €. Comment s'inscrire? On peut prendre ça à plusieurs dans la famille, sur plusieurs jours, plusieurs semaines, même s'il faut. Mais prenez sur vous ces livres de Tehillim. Inscrivez-vous sur, envoyez un mail, prix pour mon frère @gmail.com et vous participez avec nous à cette opération. Deuxième message, il y a un changement de programme. Il n'y aura pas de Tikkun Niftarim dans les prochains jours. Donc de réparation des morts qu'on avait l'habitude de faire, de la réparation des défunts instaurée par Rabbi Yehuda Abtaya. Ça va être trop dur de placer ça pour moi. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, etc. Donc ça va être reporté. Ok. Donc ceux qui sont venus me voir, etc. J'ai noté les noms, mais on reportera plus tard. Donc vous inquiétez pas, je ferai une vidéo à part le moment venu. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas encore de Tikkun Niftarim. Et enfin, la dernière annonce, c'est Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, mercredi. Ce mercredi-là, donc le 13 décembre, la tfila de Rosh Chodesh. Vous savez qu'on a l'habitude, tous les Rosh Chodesh, ensemble, de se réunir. Alors là, ça sera à 16h, heure israélienne, c'est-à-dire 15h, heure française. Et je crois qu'aux États-Unis, c'est à 10h. Montréal, Miami, ça, c'est vers 10h. Ok, donc Bezrat Hashem, on se réunit pour faire la prière de la Géoula. Nous, on a l'habitude de lire celle du Or HaChaim HaKadosh. C'est un tout petit texte. On peut rajouter derrière des Tehillim, des prières personnelles, mais je pense qu'on est à un tournant maintenant par rapport aux événements. On voit que Gaza, ça prend fin, mais qu'est-ce qui va se passer sur la suite? Le Nord, l'Iran, on est dans la Géoula, c'est sûr. Comment à nous de pousser dans les mondes d'en haut à ce que ça se dirige vers une Géoula Berachamim? Et pour ça, il faut prier. Le Chafetz Chaim nous enseigne qu'à Rosh Chodesh, c'est un moment très propice pour le faire. Donc, ensemble, avec la force de l'union, on pourra peut-être faire avancer plus rapidement les choses et de la meilleure des manières. Donc, mercredi, le 13 décembre, ok, à 16h, heure israélienne, 15h, heure française, on se réunit comme vous le voulez. On demande à Hachem la Géoula Berachamim, la Malchut Shamaim, la royauté divine, et le Bet Hamikdash, Bezrat Hashem, tout ça Berachamim, Gdolim et Bekarov, et prochainement Bezrat Hashem. Ok? Très bien, je crois qu'on peut y aller. Alors, il y a la lumière, on la voit un peu au bout du tunnel, enfin, comme j'ai, par rapport au titre du cours, au bout des tunnels, par rapport à cette guerre des tunnels à Gaza. Je ne sais pas si vous avez suivi ces derniers jours, on arrive à une situation où les terroristes, ils se rendent. On parle de centaines, ok, on m'a montré des images ce matin, ils sont par terre comme ça, par rangée de 5, des centaines, ils sont en short, ils sont en caleçon, et tous, ils sont tous rendus. C'est-à-dire qu'ils arrivent à une situation où ils n'ont plus de quoi manger. Ils sont pris dans leur propre piège, en fait, dans les tunnels. Ils n'ont plus accès ils ont fait des protections de façon à ce qu'on ne peut pas arriver par les tunnels. Donc l'armée, elle ne puisse pas arriver à eux. Mais d'un autre côté, ils n'ont plus de vivres. Ils n'ont plus de munitions. Jusqu'à quand ils vont tirer? Jusqu'à quand ils vont? Au bout d'un moment, ça se termine. Et l'armée, elle avance très rapidement. Ok, maison par maison, tunnel par tunnel, avec des robots, avec des chiens, avec tous les éléments technologiques. Malheureusement, il y a beaucoup de pertes
excusez-moi, malheureusement, il y a beaucoup de pertes, mais on arrive à ce que ils ont même plus de lien avec le commandement. C'est-à-dire, les vivres, ils sont partis chez les hauts gradés là-bas du Hamas. Eux, le mec, il est tout seul dans son tunnel. Il n'a plus rien, il a plus de quoi manger, il n'a plus de grenades, il n'a plus de bombes, il n'a plus de munitions. Il ne sait même pas ce qu'on veut de lui. Il reçoit plus d'ordre. Il n'a même pas reçu à manger là-bas. Ils sont tous partagés les camions humanitaires. Il n'a même pas un carton, il a envoyé. Ah, ça y est, le mec, il va mourir. Donc, il se rend. Et on voit des centaines et des centaines qui sont interrogés. Et maintenant, c'est un effet de boule de neige parce que c'est des images qui tournent. Donc, les autres terroristes disent ça y est, on a perdu. Nous aussi, on va se rendre. Mentalement, ça massacre le moral. Ça massacre le moral des troupes. Et donc, ça fait effet boule de neige. Surtout qu'après, ils récupèrent des informations, le Shin Bet, et ils savent exactement où est-ce qu'il y a des bombes, où est-ce qu'il y a des hangars de bombes, où est-ce qu'il y a des roquettes, etc. Et bon, ils avancent plus rapidement pour atteindre leur objectif. Donc on voit qu'on y arrive et vraiment effectivement c'est la seule solution. La seule solution pour réussir c'est qu'ils se rendent. C'est qu'on arrive à un moment où ça y est on a perdu, c'est bon on a compris. Aller jusqu'au bout, Israël ils vont aller jusqu'au bout, il n'y a rien à faire donc ils se rendent et ils font des négociations ou quoi que ce soit etc. Et c'est comme ça que ça peut se terminer, ok. Et donc, comment dire, on est face à la lumière au bout du tunnel, donc plus exactement de ces tunnels qui nous ont, cette guerre qui était un peu le symbole de cette guerre, cette ville souterraine qu'on appelle le métro. On voit la fin, Baruch Hashem, et il faut pousser encore un petit peu. La question de savoir, c'est quel est le prochain épisode. Le prochain épisode, là, on voit que ça chauffe dans le nord, et techniquement, le Hezbollah, ils savent très bien que ce qui s'est passé pour le Hamas, un jour ou l'autre, ça va se passer avec eux. La question, c'est peut-être que maintenant, tant qu'ils ont encore les soldats là-bas, vaut mieux profiter de rentrer en action. Ou peut-être que non, ils vont se dire, bon, peut-être qu'on va attendre encore un peu et peut-être qu'on va arriver à un accord ou à quelque chose Donc on est qu'il y a, stratégiquement parlant, ça peut aller d'une extrémité à l'autre. Ou tout rentre dans le calme, ok, bon, c'est pas terminé parce qu'après, il faudra, à l'intérieur, il faudra régler plein de problèmes. Mais déjà, extérieurement parlant, on peut arriver déjà à une stabilité ou au contraire, ça continue et maintenant on passe au front nord et compagnie. Ok, donc là, on voit ce qui se passe et c'est ces tunnels-là qui représentent l'obscurité. À l'intérieur, il n'y a pas de lumière, rien du tout. Ils n'ont plus d'essence, ils n'ont plus de générateur. Tout est coupé. Ils sont complètement dans le noir. Là-bas, les soldats, ils interviennent dans le noir avec des lunettes infrarouges. Ok, imaginez-vous quelle force il faut pour entrer dans un tunnel. On ne sait pas ce qu'il y a au bout. Il y a peut-être un mec qui attend avec des grenades, avec un lance-roquette. Et tu es là avec ton truc. Ça peut tirer d'un moment à l'autre. Et ils avancent. On ne se rend pas compte de quelle force il faut avoir. Ok. Et ça, c'est l'obscurité. L'obscurité, ça représente les clipotes, les forces du mal, ok, qui sont représentées par ces tunnels dans cette confrontation, dans la période qu'on vit actuellement, tout ce massacre du 7 octobre, cette guerre, tous ces morts, ces blessés, ces otages, ces traumatismes, ok, tout ça, c'est Rocher. Rocher, c'est l'obscurité. L'obscurité. C'est exactement le surnom que nos sages donnent à l'exil de la Grèce antique, de Yavan, ok, là-bas dans le Midrash, il ramène sur, quand on dit Rocher alpene tehom, ok, que l'obscurité, elle se tenait au-dessus du vide, ok, et à la création du monde. Là-bas, il y a une phrase où on dit que la situation avant que le monde y soit créé, c'était le néant, etc. Et il y avait l'obscurité, il n'y avait pas de lumière. Il y a des termes bizarres. Et en fait, chaque terme, il représente un des 4 exils. Le Rocher alpenete homme, ok, le Rocher c'est Yavan. L'obscurité, ça représente Yavan. Pourquoi Yavan, ils ont obscurci la lumière d'Israël. Ok, et ils ont mis en place, vous allez voir, des décrets spécifiques. Ils leur ont dit, faites votre Torah, soyez des bons juifs, etc. Mais attention, nous, on a 3-4 points là, ça ne rentre pas avec notre philosophie là, ça ne rentre pas avec nos façons de penser. Donc ça, vous mettez de côté s'il vous plaît. Et ils ont mis des xérotes, ils ont mis des décrets. Antiochus, ok, le 4, lui, c'était
C'était terrible ce qu'il a fait au Ham Israël. Et c'est de là que tout a commencé. Il y a eu la révolte et ils ont retourné la situation. Maintenant, c'est intéressant de voir que les premiers tunnels, écoutez bien, les premiers tunnels, ils se trouvaient chez les Maccabim. Les Maccabim, c'est-à-dire les Hashmonaïm, la famille, comment dire, ceux qui se sont révoltés en fait contre l'armée grecque, on les appelle les Maccabim. Les Juifs de l'époque, pour pouvoir réaliser les mitzvot en cachette, ils se cachaient dans des grottes et dans des tunnels. C'est-à-dire qu'il y avait un réseau de tunnels, de grottes, ok, à Modi'in, où les Juifs ils se cachaient là-bas, et là-bas ils opéraient des attaques contre les forces grecques. C'est incroyable de voir comment on arrive à un parallèle entre l'obscurité des tunnels de Gaza et la lumière de la révolte juive qui était aussi par l'intermédiaire des tunnels, où là-bas ils ont dû se faire par sacrifice de peut-être de mourir, de faire des Brit Mila en cachette dans les grottes, de garder Shabbat. Et là-bas, il y a eu des massacres. Il y avait des massacres. Le Shabbat, ils découvraient des Juifs dans les grottes qui faisaient Shabbat. Ils les massacraient tous. Il y a eu des massacres. Et c'est de là que la révolte elle a commencé. La révolte elle a commencé quand ils ont vu qu'ils n'avaient plus le choix, qu'ils pouvaient même en cachette, ils ne pouvaient plus garder les mitzvot d'Hachem. Là, ils se sont révoltés. Et au Hachem, il y a eu cette victoire contre une armée surpuissante. Imaginez-vous, les Grecs, la Grèce antique, c'est Sparte, c'est des combattants de haut niveau. Les mecs, c'est leur profession. C'est tous des mercenaires, c'est tous des combattants. Ils avaient des éléphants de combat. Imaginez-vous, un éléphant de combat, c'est une force de la nature. Et une poignée d'hommes, ils ont réussi à les repousser. Et donc ça, c'est pas le miracle principal. Le miracle principal, c'est la lumière qui est venue derrière, cette petite lumière qu'ils ont allumée sur la menorah au Beth Amikdash, qui a duré 8 jours, qui représente la suite par rapport à cet exil, que Hachem nous fait un petit clin d'œil, qui nous dit, mes enfants, ne vous inquiétez pas, je vous accompagne. On voit aujourd'hui, combien? Je crois que c'est 3000 ans plus tard. C'était quand la Grèce antique? 3000 ans plus tard, on est encore ici dans la même histoire, Hachem nous accompagne et on a passé d'autres exils aussi durs que ceux-là, d'autres décrets, Rome et les inquisitions et la Shoah et les pogroms et le 7 octobre, ce qui s'est passé, tout ça on les a passés et on est encore là sur notre terre et proche d'Hachem avec une Torah forte, avec les mitzvot, le Shabbat, etc. Et vous allez voir qu'il y a un parallèle avec ce qui se passe actuellement, mais en tout cas, cette période de Hanouka qu'on fête aujourd'hui, en allumant nous aussi pendant 8 jours les bougies de Hanouka, elle représente la guerre entre l'obscurité et la lumière, ou plus exactement entre les clipotes, les forces du mal. Donc si je vous dis clipotes, vous comprendrez que ça s'appelle des forces du mal selon le terme kabbalistique, et la Gdusha, les forces de la Gdusha. C'est incroyable que dans la paracha de cette semaine aussi, on voit le début de cette guerre. Entre les clipotes, ça c'est une guerre qui nous a suivis tout le temps au cours des générations. Il y a une guerre entre les forces du mal et les clipotes, les forces de la Touma, entre la Gdusha et les clipotes. Et tout le temps on a vu ça. Il y a dans le film Matrix, il est basé sur cette explication kabbalistique, où là-bas, les actes qu'on fait en bas, elles mettent en action des armées en haut. Donc il y a des actes en bas, et là-bas, je crois qu'il s'appelle Néo, l'acteur principal, là-bas, le héros du film. Néo, c'est les lettres One. One, c'est le Mashiach. C'est l'unique, genre l'élu. C'est le Mashiach. Donc lui-même, c'est lui qui renverse la vapeur, et là-bas, ils sont en exil, c'est les forces du mal qui l'emportent, jusqu'à qu'ils ont réussi à renverser la vapeur, et tout le film. Je crois qu'il y a plein de termes là-bas. Il y a plein de termes qui reviennent avec la Kabbalah, avec l'âme Israël. Star Wars aussi, le côté obscur, etc. Tout ça, c'est basé sur des explications kabbalistiques. Donc il y a eu des influences au cours des générations par rapport à la Torah, il y a beaucoup de contes qui tirent leur source de la Kabbalah, des Midrashim, de la Torah, etc. Il y a un cours qu'on a fait qui s'appelle Légendes selon la Torah. Vous allez voir qu'il y a beaucoup, les loups-garous, les vampires, tout ça, c'est expliqué dans la Torah. C'est expliqué dans la Torah. Il y a un cours, si vous voulez aller le voir, très sympathique, qui s'appelle Les Légendes selon la Torah. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui
qui sont, comment dire, par rapport aux démons, que les gens ne savaient pas expliquer. C'était peut-être des démons, c'était peut-être des formes dont nous parle la Torah, que les peuples ont été confrontés, ils en ont fait des films, des légendes et tout, alors que ça existe vraiment. Ça existe vraiment, et là-bas, on explique un peu de quoi il s'agit. Maintenant, la première, donc, on peut faire toutes les parachiotes de la semaine, ok, avec cette interprétation qu'il y a tout le temps une guerre entre, par exemple, Yaakov et Lavan. Lavan, il représente l'Oven à Elion. L'Oven à Elion, c'est une force du mal terrible, ok. Et elle se trouve à Haran. Haran, c'est le Zohar, il me dit, c'est Haron Af. C'est une clipa. Ouai. Yaakov, il est parti là-bas. Il fallait qu'il parte là-bas. C'est-à-dire que tout le scénario où on lui a pris ses biens et qu'il est obligé de travailler, c'est parce qu'en fait, il doit être là-bas et retirer les étincelles et casser cette clipa. La clipa, c'est, en fait, la traduction littérale de clipa, c'est l'écorce. L'écorce, c'est à l'image d'un fruit, ok, où quand on enlève le fruit à l'intérieur, les étincelles, la ktusha, qui sont coincées, qui donne la vitalité aux forces du mal, alors la clipa, elle tombe. Jacob, il est parti là-bas, il a récupéré ses femmes, ses enfants, son troupeau, etc., qui représentaient matériellement les étincelles, et la clipa, elle est tombée. Lavan, on n'entend plus parler de lui. Après, il y a Bilham, son petit-fils. Bref, en tout cas, on a aussi Yitzhak. Yitzhak, il part, lui, à Grar. Grar, c'est aussi une clipa très, très puissante. Et là-bas, il fait des puits, Yitzhak. Il fait des puits. Pourquoi il fait des puits? Parce que BR, c'est en rapport avec la Shrina. BR, il élève la Shrina, ok. Beyadra Afkid Ruchi. Beyadra Afkid Ruchi. Entre tes mains, je mets ma Neshama. Avant de dormir, on dit cette phrase. C'est des initiales de BR. Parce qu'on donne notre Neshama à la Shrina, qui est le BR à Elion. Quand on dort, on laisse notre Neshama entre les mains de la. On espère qu'elle soit entre les mains d'Hachem, entre les mains de la Shrina. Et pas entre les forces du mal et faire des cauchemars et compagnie. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit Beyadra Afkid Ruchi. Entre tes mains, je mets mon ruach, mon âme. Et les initiales, Beyadra, c'est BR. Entre tes mains, ça veut dire entre les mains de la Shrina. Donc le BR, c'est la Shrina, c'est là qu'on ramène les étincelles. Yitzhak, là-bas, il fait des puits. On nous raconte comment Avram aussi, il a fait des puits. Et qu'il a commencé à creuser. Ils avaient que ça à faire, de faire des puits. C'est bon, t'as un puits, t'as tes tentes autour. C'est bon, ça suffit. Non, là où il allait, Yitzhak, il faisait des puits. En fait, selon la Kabbale, on nous explique que là où il allait, il retirait les étincelles. Il est ramené à la Shrina. Il a vidé la clipa de Grar. Ok, jusqu'à que Avimelech lui dit, ça y est, pars d'ici, tu nous as vidés, tu nous as liquidés. Il les a liquidés de toute étincelle. Ils l'ont viré. Ils ont viré Yitzhak tellement qu'il était puissant. Yosef, dans la paracha de cette semaine, donc tout le monde connaît l'histoire, il se retrouve en prison pendant 12 ans. 12 ans de prison. Il prend Yosef. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas tombé avec la femme de Potiphar qui, pendant des semaines et des semaines, elle voulait le faire craquer. Elle était folle amoureuse de lui. Elle n'a pas réussi. Un jour, elle a attrapé. Elle a dit, c'est stop. Maintenant, toi et moi, on tombe. Et il a enlevé son habit, il a sauté par la fenêtre. Il a failli tomber. Et à la fin, il s'est ressaisi. Et elle a eu hyper honte. Elle a dit, waouh, c'est quoi ça? Il a voulu me violer. Elle a commencé à le dénoncer. Il est parti en prison. 10 ans. Après, là-bas, il a eu un manque de démouna. Il a demandé à Hachem, stop, j'ai compté sur un homme que grâce à lui, je vais sortir de prison. Il a pris 2 ans en plus. Parce qu'il a racheté 2 mots là-bas dans l'histoire. Il a pris 2 ans en plus. Donc, je vous rappelle que Yosef, il est en Égypte parce que ses frères, ils l'ont vendu. Ok, je fais juste le petit topo pour ceux qui ont du mal à se situer. Yosef, c'est le fils de Yaakov. Ok, et lui-même, il fait des rêves bizarres, okay, où il leur explique que tout le monde va se prosterner devant lui et que c'est lui que tout va passer par lui. L'abondance, elle va passer par lui. Ses frères, ils ne comprennent pas. Son père, il ne comprend pas. Mais il dit, bon, Yosef, il est spécial. Donc, il y a peut-être quelque chose. Et effectivement, on voit que quoi? On voit que Yosef, donc ses frères, ils le vendent. Ils veulent le tuer d'abord, après ils le vendent. Et là-bas, il se retrouve en Égypte, en prison. Et effectivement, là-bas, il y a un scénario, un retournement de situation. Un scénario incroyable. Paro, il fait un rêve. Donc, on est Vaï Miket Shnataim Yamim. Après ces 2 ans-là, qu'il a pris en plus, Yosef, imaginez-vous, toute l'exil, elle est reportée de 2 ans parce que Yosef, il doit faire ses 2 ans de prison. L'exil, elle est reportée. Tout est reporté pour que Yosef fasse ses 2 ans. 2 ans plus tard,
le jour pour jour. Paro, il fait un rêve. Paro, c'est le patron de l'Égypte, le pharaon. Il fait un rêve bizarre. Il voit, ok, il fait deux rêves en fait, l'un après l'autre, ok, où les deux rêves, c'est exactement la même chose, mais sur deux scénarios différents. Il voit des vaches maigres, ok, donc lui, il est au-dessus du Nil. Il y a le Nil qui représente la force matérielle de l'Égypte. Lui, il est au-dessus. C'est-à-dire c'est lui qui domine l'Égypte. Il se voit en tant que celui qui contrôle, le patron de l'Égypte. Il se voit en tant que celui qui est au-dessus de cette force qui s'appelle l'Égypte, Mitzrayim. Et là-bas, il voit sortir des vaches, 7 vaches, grosses, des grosses vaches qui sont bien, bien fortes comme ça, et 7 vaches maigres. Ok. Il voit des vaches qu'il n'a jamais vues de sa vie, toutes fripées tellement qu'elles étaient moches. Et il voit les 7 vaches maigres manger les grosses. Donc ils sont là en train de. Les grosses vaches, elles sont en train de manger l'herbe. Il se dit bon, les vaches maigres, elles vont profiter. Les pauvres, elles ont faim, on dirait qu'elles n'ont pas mangé depuis longtemps. Elles vont commencer à manger, à brouter. Et qu'est-ce qui se passe? Les vaches maigres, elles mangent les grosses. Bon, elles restent maigres. Elles restent maigres comme si elles ont rien avalé. Normalement, il doit avoir une forme. Quand un serpent, il mange tu vois la forme là-bas dans le corps. Là, rien. Elle reste intacte. Il se réveille, il ne comprend pas. Après, il fait un autre rêve où il voit des épis de blé, ok, maigres, des tout fins comme ça, et des grosses, encore le même scénario, et les petites, elles mangent les grosses. Et il se réveille, il devient fou, il dit c'est quoi ça? Il commence à raconter son rêve, il amène tous les sorciers, et il dit donnez-moi la solution, il ne comprend pas. Et les mecs lui disent t'auras 7 filles qui vont mourir, Non. Il savait très bien, là, il y a un truc pas perso, c'est pas perso, là. Moi, je suis au-dessus de l'Égypte, je vois 7 trucs comme ça. Paro, il savait très bien. Paro, vous savez que là, selon le Arizal nous dit que c'était le chef des clipotes, le chef des forces du mal. C'était un sorcier qui connaissait tout ce qu'il y avait dans les mondes d'en haut. Il savait très bien c'était qui Akadosh Baruch Hu. Il savait très bien. Il connaissait aussi toutes les clipotes. Ok, il savait qu'il y avait une force spirituelle qui s'appelle Elohim. Ok, d'ailleurs, il lui dit, il lui dit quand il rencontre cette force-là, il comprend que Yosef, il appartient à cette force qui est Elohim. Mais il ne s'imagine pas qu'il y a une seule divinité. Lui aussi, il ne comprend pas il trouve ces forces des forces du mal. Donc pour lui, il y a plusieurs divinités. Et c'est ce qu'ils ont cru aussi les Grecs et les Romains, etc. Il y a plusieurs divinités parce que j'ai fait tel et tel service, j'ai reçu ce que j'avais besoin. J'ai fait un autre service, une autre idole. Donc lui, il ne s'imaginait pas que, maintenant les Hébreux, eux, ils sont restés sur une seule force. D'accord? Il connaissait très bien Elohim. Par contre, Yud Kei Vav Kei, il ne connaissait pas. Et il dit à Moshe, Mi Hachem, Hachem Eshma Bekolo, c'est qui Hachem que je vais écouter maintenant, de qui tu me parles? Il ne savait pas que Yud Kei Vav Kei, il est au-dessus de toutes ces divinités. Mais Elohim, c'est la nature, c'est l'intervention d'Hachem par les forces de la nature. D'accord? Donc, Paro, il voit qu'il est au-dessus de l'Égypte et il voit quelque chose de fort. Il comprend que ces vaches maigres, elles représentent quelque chose en rapport avec le klal, avec son peuple, avec son contrôle, son pouvoir. Et il entend qu'il va gagner des guerres, il entend qu'il a des filles. Ça colle pas. Et là, d'un coup, donc lui, il n'est pas bien parce qu'il sait exactement qu'il y a un message ici. Imaginez où il y a un message d'en haut, mais il n'arrive pas à l'interpréter. Il a besoin de ce message. Donc il n'est pas bien, il s'énerve. Et amenez-moi quelqu'un qui peut me traduire ce rêve. Et là, d'un coup, il y a l'un des ministres qui était avec Yosef en prison. Ok. Il dit écoutez, votre Altesse, j'ai quelqu'un là-bas en prison, j'ai fait un rêve, il m'a donné la solution, il est très fort, c'est un hébreu, un serviteur là-bas. Amenez-le-moi, tout de suite. Ils amènent Yosef, et Yosef, il écoute le rêve. Il écoute le rêve, Yosef, et il donne l'interprétation. Maintenant, Paro, il devient fou de l'interprétation. Il dit waouh! Maintenant, mieux que ça, c'est que Yosef, derrière, il commence à donner des instructions sur qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. C'est-à-dire, il dit c'est 7 années d'abondance, 7 années de famine. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met de côté comme ça. Il donne une solution, mais même un enfant, il aurait pu donner cette solution.
Et Paro, qu'est-ce qu'il dit? En navon verham kamo. Il n'y a pas plus fort que lui, c'est lui qui doit dominer. C'est lui qui doit être le gérant de toute cette action, ok? Et c'est lui qui va contrôler l'Égypte. Tout ce qu'il dira, vous écouterez. Maca, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un mec, c'est un hébreu, un serviteur, ok? Il est loin de toutes les idoles de Paro, il n'est pas du tout dans le même trip que Paro, il n'est pas du tout dans les mêmes délires que les Égyptiens. Et lui, il donne une solution que tout le monde aurait pu donner. Paro, non seulement il kiffe, mais en plus, il dit, il n'y a pas qui mieux que toi maintenant pour appliquer tout ça? Mais qu'est-ce qu'il a vu Paro chez Yosef? Qu'est-ce qu'il a vu de spécial Paro chez Yosef pour lui donner tout entre les mains? Quel rapport? Il t'a donné la solution. Ok, Toda Rabba, vas-y, rentre chez toi. Tu sais quoi? Donnez-lui une petite enveloppe là. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux retourner chez ton père? Il y a là, Koltouv, bye, Toda Rabba. Et lui-même, Paro, il place des ministres, il place des soldats, et il applique le plan. Oh, c'est lui qui doit tout appliquer. Vous comprenez qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Là, je vais vous donner l'explication que donne Rabbi Yaakov Abuchatzera dans son livre Marsof à Lavan. Le livre Marsof à Lavan, c'est un livre sur les parachas de la semaine, selon les secrets de la Torah. C'est juste une folie. C'est-à-dire, si vous arrivez bien à rentrer dedans, il explique des trucs, vraiment, une sommité. Rabbi Yaakov Abuchatzera, il faut lire ce livre-là pour comprendre comment sa neshama, elle avait une puissance, une profondeur incroyable. Et il explique, donc sur la paracha de la semaine, il dit que, en fait, tout commence, ok, l'exil du Ham Israël, elle commence à partir de ses rêves. Les rêves de Paro, ok, les deux rêves de Paro, et qui demandent aussi pourquoi il y a deux rêves. Un rêve, on aurait compris, ça aurait suffi. Bref, il explique que toutes les exils d'Israël, elles commencent à partir de ce rêve. Ça veut dire que ce rêve, il vient donner le message à Paro, qui est le chef des forces du mal. Voilà, sache maintenant que va commencer dans la guerre entre la Gdusha et la Touma, ok? Maintenant, la Gdusha, la Touma, elle va prendre le pouvoir. Maintenant, les forces du mal, ils vont contrôler. Et il explique comme ça les allusions qu'il y a dans le rêve. Alors, il dit comme ça, d'abord, il explique qu'il y a quatre exils, ok, tout le monde connaît les 4 exils, qui sont donc Babel, Madaï, ok, c'est la Perse, Yavan, la Grèce, et Rome. Ça représente les 4 lettres Yud Ke Vav Ke du nom de Dieu, ok, les 4 lettres Yud Ke Vav Ke du nom de Dieu, et la pointe du Yud, c'est la racine de toutes de ce nom d'Hachem, qui est la racine de tous ces exils, c'est l'Égypte. L'Égypte, c'est la source des 4 exils. C'est-à-dire que les 4 exils, ils tirent leur source première de ce qui s'est passé en Égypte. Ok? Donc, c'est bon là? Vous êtes bien dans le son et dans l'image? Ok. Donc, l'Égypte, c'est la source même de ces 4 exils. Donc, ce qui va se passer pour Paro, ok, ça va être en fait un élément qui va être déterminant sur toutes les générations jusqu'à la fin des temps. Donc, Paro, il est conscient qu'il a entre les mains chaque action, dans le bien ou dans le mal, elle peut faire une influence sur des années à venir. Ok, Paro, il était conscient de ça. D'ailleurs, Avram Avinu, Yitzhak et Yaakov aussi étaient conscients que leurs actes, ils influençaient, ok, tout ce qui devait se passer. On voit qu'ils ont reçu la manne par rapport à ce qui s'est passé avec Abraham. Il y a des actions que nos pères ils ont fait qui ont servi plus tard. Que Sarah, elle a été en Égypte, elle a été capturée par Paro. Là-bas, ce qu'elle a fait, ils ont adouci tout cet exil. Bref. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc, quand il y a un exil, qui l'emporte dans les forces du mal? La force du mal, entre la force du mal et les forces du bien, la force du mal, elle a servi la Gdusha. Ok? La force du mal, elle a servi la Gdusha. Dans chaque exil, la Gdusha, elle est sous contrôle de la Klippa. Maintenant, faut savoir une chose, que les forces du mal et les forces du bien, elles sont composées de 10 sirotes. 3 qui font référence aux pensées. Donc ça, ils sont, on va dire, déconnectés. Par contre, il y en a 7 qui sont dans les actions.
les 7 sphirotes, les 7 sphères célestes, ok, qui correspondent aux actions, qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. On a 7 sphères célestes, elles correspondent aux actions. C'est-à-dire que dans ce monde-là, elles vont se matérialiser dans ce monde-là, elles vont être connectées, elles vont recevoir leur influence par les 3 autres sphirotes qui sont Chochma, Bina, Da'at. D'accord? Donc les sphirotes qui sont en action, elles sont au nombre de 7. D'accord? On avance. Ça, je vous dis ce qu'explique Rabbi Yaakov Abuchatzera dans Marsof Alavan. Donc, comme il dit comme ça, Amarti Olam Chesed Ibané, le monde il va se construire par le Chesed, qui est la sphère la plus haute dans les sphirotes des actions. Ok? Olam Chesed Ibané, le monde il va se créer par le Chesed. Il va être en action par le Chesed. Dans le rêve, maintenant, vous allez comprendre pourquoi il y a 7 épis et pourquoi il y a 7 vaches. Ok? Pourquoi? Parce que les 7 grosses vaches et les 7 gros épis, ils sont à l'image des 7 sphirotes de la Gdusha. La Gdusha, c'est la vitalité, c'est fort. Par contre, les vaches maigres, les 7 vaches, elles représentent les 7 clipotes et les 7 épis maigres, les 7 sphirotes des clipotes qui sont de Chesed à Malchut. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'il voit Paro? Il voit que les 7 clipotes, les 7 sphirotes des clipotes, elles avalent les 7 sphirotes de la Gdusha. Paro, il devient fou, il dit quoi? Ça veut dire qu'on va gagner maintenant? Ça veut dire que lui, il sait très bien qu'il y a une guerre entre le bien et le mal. Lui, il sait qu'il fait partie du mal. Enfin, il ne se rend pas compte qu'il fait partie du mal. Lui, il est juste là pour prendre le contrôle. Mais il se dit, ce rêve-là, c'est pour moi une révélation d'en haut que maintenant, on va remporter la partie. En tout cas, temporairement. Maintenant, lui, Paro, il voulait absolument qu'il y ait une influence à l'éternité. C'est-à-dire pas qu'on gagne la bataille, mais que de cette bataille-là, on gagne la guerre. Dans le rêve, on lui donne un message, les 7 clipotes, elles vont avaler les 7 sphirotes de la Gdusha. Bon, il nous explique, Rabbi Abuchatzera, pourquoi 2 fois le rêve par rapport aux 2 haies de Yud Ke Vav Ke. Les 2 haies, c'est la Malchut d'en haut et la Malchut d'en bas, que ça va se passer et en haut et en bas, que la domination des clipotes, elle va se faire des forces du mal et dans les mondes d'en haut et dans les mondes d'en bas. Donc lui, Paro, il est comme un fou. Il est comme un fou. Maintenant, il sait attention. Il sait que tous les rêves, ils vont selon la solution. Il ne peut pas entendre qu'on lui dit, tu vas avoir 7 filles qui vont mourir, tu vas conquérir 7 pays. Non, vous êtes où avec vos projets à 2 francs 50 là? Des projets de conquérir, de conquête. On n'est pas là. Moi, je veux conquérir le monde à l'éternité. Et Paro, il n'était pas dans des filles, dans des trucs perso. Il n'était pas là-bas, Paro. Donc, il était hyper content, ok. Maintenant, lui, le but, c'était de savoir comment on va faire un contrôle de tout ça à long terme, ok. Une influence qui soit sur le long terme. Maintenant, il attend la solution, ok. Il attend la solution et il entend tout ça. Et on lui dit, il y a un mec qui s'appelle Yosef, lui, il traduit les rêves. Ok, il entend, maintenant, il dit, vas-y, qu'est-ce que tu as à dire, toi? Il dit, moi, je dis rien sans Hachem, c'est quoi Hachem qui donne la solution des rêves? Il dit, ok, vas-y, ce que tu veux, Hachem ou pas Hachem, moi, je veux savoir par rapport à moi, qu'est-ce qui va se passer pour moi. Et Yosef, il lui dit, sache une chose, qu'il y a 7 années d'abondance, ok, qui correspond à la Gdusha. Il ne lui dit pas la Gdusha, etc., mais il dit l'abondance, le chiffre, etc., qui vont être mangés par les 7 années de famine. Oh, pas mal. C'est-à-dire que tu es en train de confirmer, tu es en train de donner la solution de ce que je m'imaginais, que la Klipa, elle va dominer les forces du bien. Ok? C'est-à-dire que Yosef, lui, il représente Hachem. Il lui dit juste avant Paro, il lui dit, sache que moi je suis Hachem. C'est-à-dire qu'en gros, je suis dans la Gdusha. Mais effectivement, tu as raison, c'est les 7 qui vont manger les autres. Et il lui donne ça par un élément matériel qui représente la bracha, que la bracha va se faire manger par la famine qui représente les clipotes. Le manque de bracha. Il dit quoi? Ça veut dire que tu es en train de me dire quoi? C'est-à-dire que maintenant, Paro, il était, imaginez-vous sur quel nuage il était. Il était en train de se dire, mais il est en train de me donner la solution. Tous les rêves, ils vont selon la solution. Lui-même, il vient de la Gdusha. Lui-même, il est en train de comprendre le même scénario que moi, que la partie est terminée. C'est les clipotes qui l'emportent, Razvé Shalom.
Donc Yosef, il est là, il baisse la tête, il a compris. Ok. Maintenant, Paro, il comprend que qui mieux que lui maintenant? Lui, il a rendu les armes, il a levé les mains, il est là en train d'avouer, il s'est fait virer par ses frères. Pourquoi? Parce que lui-même, il est là, il est son truc. Il faut que je l'ai entre mes mains, celui-là. Il faut qu'il soit mangé par les clipotes, lui aussi. C'est une force de la nature, ce Yosef. Il comprend tout ce qui se passe dans les mondes d'en haut, mais il est à mes côtés. Il est à mes côtés. Donc lui, qui mieux que lui maintenant pour pouvoir mettre en application ce plan parce qu'il connaît tout ce qui se passe dans les mondes d'en haut et lui-même il a compris que ça va s'appliquer parce qu'il me donne cette solution. Donc en gros, entre guillemets, il a fait tchouva chez les clipotes. Donc j'ai besoin d'un mec comme ça à mes côtés. Ok? C'est exactement comme dans Star Wars. Que l'autre, Dark Vador, c'était un des forces du bien qui est parti chez les forces du mal, ok, du côté obscur, mais à la fin il s'est retourné. Maintenant Yosef, vous croyez qu'il s'est laissé faire? Yosef, c'est tzaddik et sodolam. Non seulement il sait tout ce qui se passe, mais tu vas me dire quoi? Attends, mais il a donné la solution, c'est trop tard, ça y est, il a donné un tampon au plan. Ça bon, le plan il va se matérialiser. Il a donné la solution du rêve, le plan il va se matérialiser. Mais non, qu'est-ce qui s'est passé avec Yosef? Yosef, il savait exactement que c'est un décret d'en haut. Même si Yosef il donne une autre interprétation, ça ne changera rien parce qu'ils savent très bien. Ils ont reçu Yaakov, Yitzhak et donc Yosef que la descendance elle va se retrouver en Égypte. On doit passer une période où la Gdusha va se trouver en exil chez la Klippa. On est obligé d'y passer. Donc Yosef, juste, il comprend que ça va se passer maintenant, là, dans les prochaines années. Donc Yosef, il se dit, waouh, attends. La Klippa, donc ça y est, j'ai compris. J'ai compris que ce rêve, il annonçait à Paro, ça commence. Sache que c'est toi qui vas dominer la Gdusha. Moi, Hachem, comment il me fait comprendre ça? Parce que Paro, il me raconte son rêve. J'ai compris que le décret qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné à Abraham, ta descendance, elle sera esclave en Égypte pendant 400 ans, il commence maintenant. J'ai compris. Maintenant, je vais lui faire croire que je suis d'accord avec lui et qu'il n'y a rien à faire. Ok, vas-y, viens, on fait ça ensemble. Comme ça, il me met là-bas et que de l'intérieur, je vais pouvoir adoucir la Klippa de façon à ce qu'il gagne que la bataille. Mais derrière, on va pouvoir s'en sortir. Et donc, Paro, lui, il était comme un fou. Il dit, Yosef, c'est que toi. Maintenant, vous comprenez pourquoi il a pris que Yosef? Parce qu'il n'y a que lui qui peut appliquer ce plan où la Klippa, elle prend le dessus sur la Gdusha. Il n'y a que Yosef, il a le plan en tête. Il a compris comme moi le rêve. Donc, lui, il peut mettre ça en place. Donc, vas-y, carte blanche, Yosef. Qu'est-ce qu'il fait, Yosef? Yosef, il est très malin. Yosef, il a mis en place des éléments qui vont adoucir, qui vont casser la Klippa de façon à ce que sur le long terme, elle s'affaiblit. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il vient les voir, il rachète toutes les terres, il a engrangé pendant les 7 années d'abondance, il a tout mis dans des hangars, il a trouvé des solutions pour mettre de côté comment dire, le blé, l'orge, tous ces denrées qu'on avait besoin, il a tout mis de côté. Les gens, ils n'étaient pas bêtes, ils ont fait pareil que lui. Sauf que tout a tourné. Tout s'est périmé, tout s'est dégradé. Et Yosef, lui, il a été très intelligent. Il a mis de la terre par-dessus, pour conserver le truc. Il a eu une bracha où tout a été conservé. Donc les mecs, ils sont arrivés après 7 ans, il y a la famine, ils n'ont plus de quoi manger. Ils vont voir Paro. Paro, il dit, allez voir Yosef, c'est lui le patron, c'est lui qui va mettre en place le plan. Le plan où la Klippa elle domine. Il faut que la famine, elle mange tout maintenant. Donc Yosef, il vient et effectivement, il mange tout le monde. Il leur dit, vous avez de l'argent, donnez-moi l'argent, je vous vends. Et il vend à tout le monde. Maintenant, il faut savoir que l'abondance, elle était qu'en Égypte. C'est-à-dire que dans les autres pays, ils étaient à l'envers, complètement en l'air. Donc tous les pays du monde, ils viennent vers Yosef. Yosef, il réunit tout l'or et l'argent du monde, en tout cas de la région. L'Égypte devient la première puissance mondiale. Paro, il comprend, ça y est, la famine, elle est là, la Klippa, elle domine, je suis numéro 1 au monde. Donc c'est bon, le plan, il est en face. Et là, Yosef, il passe à l'action. Paro, c'est bon, il s'endort sur ses 2 oreilles, tranquille, il se dit, c'est bon, il ne va pas me trahir, je suis le number 1 sur Terre,
le maître du monde, on peut lui faire confiance. J'ai quelqu'un de fort à mes côtés qui est vraiment à mes côtés. Et là, Yosef, il passe à l'acte. Yosef, qu'est-ce qu'il fait? Ceux qui n'ont pas accroché leur ceinture, faites attention. Je ne vais pas vous répéter tout le temps, mais là, vraiment, il y a beaucoup de tridushim. Donc, allez-y, n'oubliez pas d'accrocher les ceintures. Yosef, il achète donc tous les biens. Maintenant, ils ont tout mangé. Au bout de quelques mois, ils reviennent voir Yosef. Il dit, attends, mais qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus rien. Yosef, il dit, ok, donnez-moi, qu'est-ce que vous avez à vendre? Ben, on a du menu bétail, du gros bétail, etc. Ok, amenez tout ça. J'achète. Et il prend tous les biens. Qu'est-ce que vous avez encore? On a des trucs. Vas-y, j'achète. À la fin, il dit, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Vous avez quoi maintenant à proposer? Ben, il nous reste des terres. Alors vas-y, j'achète des terres. Yosef, il les a mis en short. Il a tout racheté. Maintenant, il vient le voir. Il dit, attends, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On n'a plus rien à te donner. Il dit, ok, si vous voulez, je peux vous acheter. C'est-à-dire que vous êtes mes esclaves. Vous devenez mes esclaves et vous m'appartenez tous. Vous vous vendez en tant qu'esclave. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, vous êtes sorti d'affaire. Pourquoi? Parce qu'on va faire un contrat. Vous ne me donnez que 1/5. C'est ça votre et c'est ça ce que je vous demande. Et 4/5, c'est votre salaire en tant qu'esclave. Et je vous donne une terre, je vous donne un endroit où vivre. Ouais, il embellit. Ils ont sauté sur l'occasion. Donc, ils ont tous signé. Imaginez-vous le truc. Quoi? Le salaire, c'est 4/5. C'est-à-dire, moi, j'ai plus rien. Je continue à faire mon travail dans mon champ. Je lui donne que 1/5 et je suis tranquille à vie. D'accord? Ils ont tous signé. Et là, Yosef, il passe à l'acte. Maintenant que tout le monde lui appartient, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, attention, vous n'allez pas retrouver votre terre. Vous allez changer complètement de ville et de région. Vous habitez où? À Paris? Ok, vous allez à Marseille. Vous, Marseille, vous allez à Cannes. Vous, Cannes, vous allez à Rouen. Tac, tac. Il a changé toutes les villes. Qu'est-ce qu'il prépare? Il prépare que quand ses frères ils vont venir, quand les bénis Israël vont venir, ils ne vont pas être mis de côté parce qu'en fait, tout le monde est en galoute. Tout le monde est étranger sur sa terre parce qu'ils viennent d'arriver, les mecs. Le mec, c'est un Parisien. Il se retrouve à Marseille. Donc, il n'est pas chez lui. Donc, il ne peut pas faire le canard quand il y a d'autres étrangers qui viennent. Vous comprenez? Donc, déjà, il fait en sorte que ses frères, ils vont pas être mis de côté, les bénis Israël, premièrement. Deuxièmement, il leur dit, attention, vous êtes mes esclaves, moi, je suis circoncis. L'esclave d'un hébreu, il doit être circoncis. Donc, tout le monde se circoncis. C'est une blague. On va se circoncire, quel rapport? Paro, ils vont voir Paro. Il dit, t'as vu ce qu'il nous dit celui-là? Écoutez, je ne sais pas ce qu'il veut, mais ce qu'il vous dit, faites-le parce que c'est lui. Regardez ce qui se passe. Le monde, il lui appartient. Vous avez intérêt à tenir, à écouter ce qu'il dit, sinon on est mal barré. Ok, ils sont tous circoncis. Qu'est-ce qu'il fait Yosef? Yosef, il sait très bien que l'Égypte, c'est le pays de l'adultère. Quoi, les bénis Israël, ils vont être 210 ans en Égypte? Lui, il ne savait pas, il s'est dit que c'est 400 ans. Ils vont tous tomber dans l'adultère. Les mecs, ils se retrouvent à Las Vegas. Des petits gdoshim comme ça, ils vont se faire éclater. Quand la Brit Mila, elle enlève le prépuce qui est la Orla. La Orla, c'est ça qui donne toute la clipa de l'adultère à une personne. C'est pour ça que c'est bien de faire la Brit Mila le plus tôt possible. Le plus tôt possible pour enlever on peut enlever la clipa d'adultère à cet enfant et qu'il ne pourra jamais fauter de sa vie dans la Brit. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas ce Yetzirara. On lui enlève le Yetzirara d'adultère. Imaginez-vous de quoi on parle. Les gens, ils sont. Le monde, il est dirigé par ça aujourd'hui. Quand on fait la Brit Mila, on enlève ça. Mais, les mecs, ils font les Brit Mila à 17h, 5 minutes avant la Shkia. Toute la journée, la clipa, elle a eu le temps de s'installer. Les pauvres, le dernier, là, on a fait la Brit Mila au net. Je les ai rendus fous. Ils sont tous levés à 5h du matin. Au prochain, des gens, ils sont venus de Khadera et tout. Mais il y a une partie qui n'ont pas pu venir. Mais moi, je pense à la Neshama du petit. Ça, c'est la Brit Mila. Yosef, qu'est-ce qu'il fait pour briser la clipa d'adultère? Il savait très bien. S'il n'avait pas fait ça, les ministres, ils auraient été noyés dans la clipa et ils n'auraient pas pu s'en sortir. Ils ne seraient pas sortis d'Égypte. Donc, Yosef, il fait la Brit Mila à tout le monde. Boum, la clipa. Tac. Yosef, il fixe une autre règle. Il demande aux prêtres, ok, les prêtres des idoles, il dit, vous, votre terre, vous la gardez. Qu'est-ce qu'il fait Yosef? Yosef, il savait très bien que s'il fait une loi où les prêtres ils sont pas concernés par cet esclavage, donc la tribu de Lévi, qui sont les prêtres du Ham Israël, les Kohanim et les Léviim,
eux aussi, ils ne vont pas être touchés par l'esclavage. Et donc, ils vont pouvoir faire descendre une Gdusha qui va protéger le Ham Israël. Et grâce à ça, ils ne vont pas se faire noyer par la Klippa et ils vont pouvoir sortir d'Égypte. Donc, il a placé des éléments, Yosef, anodins, ok. On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Brit Mila, les prêtres, ils ne sont pas touchés, ils changent tout le monde de trucs. Non, Yosef, il était très fort. Il a placé tout de façon à ce que, à ce que le Ham Israël, quand il va arriver, il a préparé le terrain. Et le Ham Israël est arrivé sur un tapis rouge. Yaakov, quand il a vu ça, il a compris, il a dit, waouh, Yosef, c'est un génie. Yosef, c'est un génie. Ça, c'est, je vous ai donné l'explication après, je l'ai détaillé, mais ça, c'est ce que dit le Marsof Alavan, Rabbi Yaakov Abuchatzera, que toute l'histoire des rêves, c'était une guerre entre les forces de la Klippa et de la Gdusha. Tout a commencé, et donc l'exil à ce moment-là, c'est sûr que c'est les Klippotes qui ont pris le contrôle, mais Yosef, il a placé des pions de façon à ce que ce soit que temporaire, qu'on puisse récupérer les étincelles et qu'on renverse la Klippa. D'accord? Il fallait partir en exil. Il y a une explication pour ça, de récupérer les étincelles. Une fois que les étincelles sont récupérées, la Klippa, elle tombe. Alors maintenant, remarquez bien ce qui s'est passé par rapport à l'exil de Yavan, donc de la Grèce antique, l'exil qu'il y a eu là-bas. Inconsciemment, eux, ils n'étaient pas au courant, mais inconsciemment, le Rocher, là-bas, la Klippa, elle a placé des éléments pour neutraliser le Ham Israël. Et c'est fort parce que il y a la Gemara, elle nous ramène la rencontre entre Alexandre le Grand et Shimon Hatzadik. Alexandre le Grand, c'est lui qui a donné la puissance à l'Empire grec, c'est Alexandre le Grand. C'est lui qui a conquis tout. La Grèce, c'était une puissance, ok, mais lui, il s'est étalé vraiment jusqu'en Asie. Vraiment, il est parti très loin. Il a conquis province après province. Et ça, c'était Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, les Koutим, là-bas, ils l'ont balancé. On dit, hey, écoute bien, si tu tues pas, les Koutim, c'était ceux qui étaient en Israël. C'était un peuple qui ont fait beaucoup de mal à Israël. Ils ont balancé le Ham Israël avec Alexandre le Grand. Ils ont dit, écoute-moi bien, si tu détruis pas le temple des Juifs, ils vont se révolter. Les Juifs, c'est des oufs. Ils sont là, ils veulent rien recevoir, ils se marient entre eux. Tu pourras pas les conquérir, eux. Eux, à la fin, ils vont te briser. Eux, ils sont pas faciles à conquérir. Alexandre, il dit quoi? Il a pris son armée, il est arrivé jusqu'en Israël. Et là-bas, la Gemara nous ramène que Shimon Hatzadik, qui était le Kohen Gadol, il a mis ses habits de Kohen Gadol et il est arrivé devant Alexandre le Grand. Il a mis ses habits blancs, les habits blancs de Kohen Gadol, de Yom Kippourim. Il est arrivé là-bas devant Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, il le voit, il descend de son cheval. C'est une force de la nature. Alexandre le Grand, c'était un guerrier surpuissant. Il descend de son cheval et il se jette à genoux devant Shimon Hatzadik. Il lui embrasse les pieds, il lui dit « Ah, Gvodarav, qu'est-ce qui… » Shimon Hatzadik, il lui dit « Mon fils, votre Altesse, qu'est-ce qui se passe? Vous venez en guerre? » Alexandre le Grand, il dit « Non, pas du tout. Écoute, c'est les Koutим là-bas, ils m'ont dit que vous voulez nous vous révolter. Nous révolter contre toi. Non, je sais que Gvodarav, il lui embrasse la main. Et les conseillers autour de Alexandre le Grand, ils ne comprennent pas. Mais qu'est-ce qu'il arrive à embrasser un petit vieux comme ça avec une barbe blanche? C'est quoi cette histoire? Les Koutим, ils deviennent fous. Ils disent « Mais attends, mais c'est une blague là, qu'est-ce qui se passe ?» Shimon, il lui fait une bracha. Shimon Hatzadik, il lui fait une bracha. Et il lui dit, t'inquiète pas, tant que tu es là, au contraire, tu veux détruire le temple où là-bas on prie pour que tu réussisses. Il dit, je te demande pardon, c'est eux qui m'ont balancé, prenez les Koutим et faites ce que vous voulez d'eux. Et effectivement, ils ont détruit le temple d'Avodazara qu'ils avaient là-bas dans le Shomron, etc. Maintenant, ils ont posé la question à Alexandre le Grand, on a dit, mais Vodameler, votre Altesse, qu'est-ce qui vous arrive là, de vous jeter à ses genoux? Là, un petit vieux comme ça, un vieillard. Il dit, un vieillard? Lui, Shimon Hatzadik, c'est lui que je vois devant moi, c'est la silhouette que je vois devant moi qui marche et qui me donne à vaincre tous mes combattants, tous mes combats. C'est-à-dire que Alexandre le Grand, il leur dit, vous croyez que je gagne comme ça mais les guerres? J'ai devant moi une silhouette qui a la même tête que lui. En fait, il voyait l'ange de la Grèce en haut. Que quand Alexandre le Grand, il se battait, l'ange, il descendait devant Alexandre le Grand et Alexandre le Grand, il le voyait. Il voyait cette silhouette devant lui. Il croyait que c'était une allusion. Il croyait, bon, peut-être j'ai fumé un peu trop, je sais pas. Donc, il voyait devant lui, il savait qu'il allait gagner.
Il savait qu'il allait gagner et effectivement, il terrassait tous ses ennemis. Il dit, c'est cette silhouette que je vois quand je gagne les guerres. Maintenant, lui, Shimon HaTzadik, c'est exactement le sosie de cette silhouette que je vois, la même barbe. C'est-à-dire que Shimon HaTzadik, il ressemblait à un ange. À un ange. Donc bref, tout ça pour vous dire quoi? Que dans les mondes d'en haut, il y a une guerre entre les anges qui représentent la nation, okay, la Grèce, et les autres nations. Et l'ange qu'il voyait, c'est celui qui se battait dans les mondes d'en haut. Après Alexandre le Grand, il y a eu... c'était qui? Il y a eu Talmaï, le roi Talmaï, lui aussi il était gentil. Bon, il a fait 2-3 problèmes et tout, il était gentil, plus ou moins gentil avec les Juifs. Après, il y a eu Salicus, je ne sais pas en français comment dire. Lui, une fois qu'il est mort, Alexandre le Grand, hein, les provinces elles sont divisées selon les ministres, okay, les généraux. Okay, donc il y avait la Syrie, Salicus, il a conquis le royaume de Talmaï. Talmaï, c'était Israël et l'Égypte. Il a conquis. Après, il y avait Antiochus, le 3e. Lui aussi, il était gentil. Et après, il y avait le 4e. Et lui, c'était celui qui a fait tous les problèmes à Israël, Antiochus. Et c'est là qu'il y a eu donc, la guerre entre les Hashmonaïm et les Grecs. Maintenant, il y avait la même guerre en haut. Imaginez-vous que c'était la même guerre. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont ordonné, les Grecs, okay, lors de cet exil? Ils ont dit déjà, la Gemara nous dit, ils demandaient d'écrire sur une corne d'un taureau, d'écrire Kitvu al keren Ashor, écrivez sur la corne du taureau, En lachem chelek beloke Israël. Vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. Alors, il faut savoir une chose. Les Grecs, ils savent très bien c'est quoi la force d'Israël. Ils savent très bien qu'Israël, ils sont invincibles. Qu'ils ont un Dieu qui les protège. Maintenant, ils ont trouvé une solution. La solution, c'est pas de se battre contre leur Dieu, c'est de déconnecter ce peuple de leur Dieu. Ici, il leur dit, écrivez, mettez sur vos voitures là, un sticker comme ça, En lachem chelek beloke Israël, vous n'avez pas de part dans votre Dieu. C'est-à-dire, déconnectez-vous. Déconnectez-vous de votre Dieu. Pourquoi? Parce que c'est, comment dire, tu ne peux pas détruire l'homme Israël. Même quand Hachem, il a voulu, après le veau d'or, il a voulu détruire l'homme Israël, c'était juste ceux qui ont fauté. Après, il a dit à Moshe, je ferai de toi, ta descendance, l'homme Israël, il va descendre de toi. C'est-à-dire l'homme Israël, Hachem, il a décrété qu'on ne peut pas le détruire. On ne peut pas l'échanger. On ne peut pas faire oublier la Torah. Ils ont décrété qu'on ne pouvait pas étudier la Torah. Les shakechach et Toratar, de faire oublier ta Torah. Ils ont voulu faire là-bas. Comment tu veux faire oublier la Torah? Il y a écrit Udvara yeshefam tibificha ou ipizacha ou pizazacha. Et cette parole, cette Torah que j'ai mis dans ta bouche, lo yamushu mi picha ou mi pizaracha, elle ne s'éteindra pas, ne s'oubliera pas de ta bouche et de la bouche de tes enfants. À jamais, on pourra éteindre la Torah d'Israël. Comment ils ont voulu faire oublier la Torah? Non, ils ont voulu déconnecter l'homme Israël. Vous n'avez pas étudié, vous n'avez pas de chelek beloke Israël. Et effectivement, ils ont hellénisé. C'est ça le terme soyez des juifs, mais des juifs hellénistes. Ok, des juifs hellénistes, ok, avec ton petit jean diesel, avec ton petit truc, t'es très bien. On t'aime comme tu es, avec ton petit iPhone. Reste connecté avec la clipa, reste connecté avec tout ça, ok. Mais bien entendu, fais la bar mitzvah de ton fils, fais tout ça. Mais aujourd'hui, on arrive dans la même situation. On est sous la domination de la clipa, de la galoute, ok, où on est en train de servir Hachem, tout dans une bulle de galoute. Et on est des juifs qui ressemblent à eux des Français, à eux des Anglais, des Américains, des trucs, chacun selon sa galoute où il est, et là-bas on essaie de servir Hachem. Et c'est exactement ce qu'ils ont dû faire. Soyez des juifs hellénistes. C'est bon, hellénistes, tranquille, avec la philosophie. Ok, tu veux, on peut débattre et tout, mais ne prends pas la tête avec ta Torah là. Étudier pour étudier, qu'est-ce que tu veux là? Déconnecte-toi. Tu vas étudier, mais déconnecte-toi. Donc qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu en fait. Ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas tuer l'homme Israël. L'homme Israël, il existe, la Torah, on ne peut pas la faire oublier. Alors, c'est quoi le truc? Les shakecham Toratar, regardez la suite, ou la viram, michukeret sonar, et de les faire changer de leur façon de penser. Le but, c'était juste de les faire leur façon de penser. L'homme Israël, il est invincible. Mais si toi, je te sors d'Israël, alors tu tombes. Vous comprenez? Si toi, tu es lié à la clipa,
Ok, alors tu tombes. Si tu es relié au Ham Israël, aux sources du Ham Israël, tu es invincible. Pourquoi? Parce que tu es relié à Hachem. Donc on peut pas te détruire. Par contre, le but, c'est d'assimiler, les assimiler. Garde tout, mais sois helléniste. Décale-toi. Garde tout, ok, mais soit en apparence, que tu sois un bon goy. Un bon goy, et au fur et à mesure, le mec, il voit rien, il voit aucun problème. La génération d'après, son fils, il se marie avec une goya, c'est terminé. Pourquoi? Parce qu'il a reçu cette éducation. Le mec, il a grandi avec la télé, avec les films. Il allumait une bougie, ça va le changer. C'est du folklore pour lui, c'est du folklore. C'est ce qu'on vit. L'assimilation en France, c'est une catastrophe. Aux États-Unis, c'est exactement ce qu'ils veulent faire aujourd'hui. La clipa, c'est exactement pareil. En Israël, pareil. En Israël, ils sont là. Les mêmes données, la façon de penser, on veut te changer. Attention. Le Shabbat, le truc, les machins, il y a des termes comme ça. Il y a une guerre entre la clipa et la Gdusha jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, comment ils ont voulu faire ça? Comment ils ont voulu déconnecter le Ham Israël de cette entité, donc de les sortir de ça? Ils ont fixé plusieurs décrets. Le premier, Shabbat. Shabbat, terminé. Ça y est, avec votre Shabbat, un jour dans la semaine où vous ne travaillez pas, ok, nous, on n'aime pas les feignasses, vous travaillez. Donc, Shabbat, c'est mort. Deuxième décret, attention, celui qui est chopé, qu'on chopé, directement, c'était la peine de mort directe. Shabbat, ok. Brit Mila, c'est terminé. Et bizarrement, Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, tout ça, arrêtez vos. Tarat Mishpara, on peut. Ouais, ça c'est bon. On peut manger cachère. Ouais. On peut. Qu'est-ce qu'on. Tfilin non plus. Ok. Torah, n'étudiez plus la Torah. Le reste, ça, maintenant on parle de combien? 4-5 mitzvot sur 613. Le reste, continuez vos sacrifices au temple, continuez tout ça, la menorah. Ok, Kippour, ouais, vas-y, continuez. Rosh Hashanah, sonnez votre chauffard, tranquille, faites ce que vous voulez. Par contre, ces trucs-là, on ne peut pas. Qu'est-ce qu'ils ont vu par là pour nous enlever tout ça? En fait, le point commun de tous ces éléments, c'est quoi? C'est qu'on appelle ça des otot, des signes. Des signes. Shabbat, c'est ot, i, beni ou venechem, c'est un signe entre vous et moi. Hachem dit attention, le Shabbat, c'est un élément temporel qui va vous connecter à moi. Si tu fais Shabbat, pendant un jour, 24 heures, ta neshama se connecte à Hachem. Et donc, tu repars pour une semaine de brachot. C'est-à-dire qu'il y a une étape spirituelle dans la semaine où tu te connectes avec Hachem. C'est Shabbat Malketa. Malketa, c'est la reine de Shabbat, à l'image de la Shrina. La Shrina, elle descend, tu reçois une nouvelle neshama, tu es connecté avec Hachem. Oti beni ou benechem. Ça, c'est le Shabbat. Le Shabbat, c'est un contact avec Hachem. Donc, si on coupe les vivres spirituels du Shabbat, on a déconnecté l'âme Israël. Vous avez compris ce qu'ils veulent faire, les Grecs? C'est pas qu'ils veulent te laisser les autres mitzvot. Ils savent très bien que c'est une question de temps, que tu vas tout abandonner. Donc, Shabbat, première chose, là, ils ont mis un gros coup. Puis, il n'y a plus de Shabbat. C'est terminé. OK? Deuxièmement, la Brit Mila. La Brit Mila, c'est quoi? C'est un hôte. Ce signe qu'on a qui est gravé dans notre chair. C'est quoi? C'est l'union entre Hachem. Je ne vous ramène pas tous les psukim, etc. Je n'ai pas eu le temps de réunir les psukim, mais la Brit Mila, ça s'appelle hôte. C'est un signe. OK? Et ce signe-là, on le porte sur nous H24. Et c'est là-bas qu'Hachem, il a gravé le tampon de l'union entre le Ham Israël et Hachem. Cette union qu'on a, la Brit Mila, la Brit, ça veut dire l'alliance, elle est gravée sur notre chair. Que tu as signé sur notre chair. Hachem nous dit 8 jours, vous devez tamponner. C'est-à-dire, ce n'est pas une alliance avec un contrat, genre on t'a passé un panneau solaire. Là-bas, le crédit d'impôt, en fait, dans le cas où tu as. Hachem, il te dit, le tampon, je te le mets sur ta chair. C'est-à-dire, n'aie pas peur, il n'y a pas d'arnaque, il est là, il est présent. OK? Donc, encore un signe. Rosh Chodesh, c'est quoi? Rosh Chodesh, c'est hôte aussi. C'est hôte et ça représente la royauté d'Hachem. La lune, elle est à l'image de la royauté d'Hachem, de David Améler, etc. Vous pouvez voir dans le cours qu'on a fait sur la lune. Là, on explique un peu le fonctionnement.
Rosh Chodesh, ça représente Hot. Les tfilin, c'est Otot. Ok? Les Otot, les signes qu'on met sur le bras et sur la tête, ok, là, pour se connecter avec Hachem sur nos pensées et sur notre cœur. Ok? Donc, on met ça sur le bras, sur la tête, ce sont des Otot. Un juif, il doit, H24, tout le temps avoir 2 signes. C'est-à-dire que la Brit Mila, on l'a H24. H24 sur nous, ok, c'est la Brit Mila. Quand on met les tefilines le matin, donc on a mis dans la journée, on a mis un deuxième signe. On a placé cette lumière des tefilines sur nous. Donc on a 2. Arrivé à Rosh Chodesh, qu'est-ce qui se passe? En plein milieu de la tefila, dès que la lumière de Rosh Chodesh, elle descend par l'intermédiaire de Moussaf, on doit enlever les tefilines. Pourquoi? Parce que sinon, tu as 3 lumières. Tu as la lumière des tefilines, tu as la lumière de la Brit Mila sur toi, tu as la lumière des tefilines qui s'arrête maintenant parce que rentre la lumière de Rosh Chodesh. Donc, tu enlèves tes tefilines et tu mets, et à Moussaf, tu reçois la lumière de Rosh Chodesh. On fait ça sans tefilines. Talit, mais sans tefilines. Ok? Ça, c'est le signe de Rosh Chodesh pour avoir les deux qui sont Rosh Chodesh et la Brit Mila. Donc, vite, on enlève les tefilines. On doit les avoir les tefilines jusqu'à Moussaf. C'est important de savoir que le vendredi, ceux qui ont l'habitude, selon le Harizal, de faire Shnai Mikra Vechat Targum, il y a de lire toute la paracha, 2 fois avec la traduction en araméen, c'est bien de le faire après la tefila avec les tefilines. Maintenant, à Rosh Chodesh, quand ça tombe le vendredi, on peut le faire sans les tefilines parce qu'on a la lumière de Rosh Chodesh sur nous. Maintenant, le Shabbat, est-ce qu'on met les tefilines le Shabbat? Non, Shabbat, on ne met pas les tefilines. Pourquoi? Parce que on n'a pas besoin de cette lumière des tefilines. Le Shabbat, c'est lui-même le hot, le signe qu'on a entre l'alliance avec Hachem. Donc, on a la Brit Mila et le Shabbat. Question, ok, j'ai pas la réponse, ok, mais je vous lance la question. Comment on fait quand il y a Shabbat Rosh Chodesh? Il y a 3 otot, il y a 3 signes. Ok, un jour, on m'avait donné la réponse, là je l'ai pas en tête, donc je vous laisse travailler un petit peu, je vous laisse un petit peu de devoir pour trouver la réponse sur cette question. Mais le Shabbat Rosh Chodesh, on a 3 otot, on a la Brit Mila, la lumière du Shabbat et la lumière de Rosh Chodesh, alors qu'on doit on doit en avoir 2. Bref, question. Que je vous laisse un petit peu à réfléchir sur le sujet ou à poser autour de vous. En tout cas, voilà ce qu'ils ont fait les Grecs. Les Grecs, inconsciemment, eux, ils ne s'imaginaient pas. Eux, ils ont eu un scénario matériel où ils disaient « Attends, je ne comprends pas pourquoi ils ne travaillent pas le Shabbat. C'est quoi cette histoire de un jour de Rosh Chodesh, machin, les tefilines, c'est quoi ?» Ça, c'est scénario matériel, mais spirituellement parlant, dans les mondes d'en haut, la Klippa, elle savait très bien comment neutraliser le Ham Israël, le déconnecter de son Dieu. Comment? Enlève-leur l'alliance qu'ils ont. Plus de Brit Mila, plus de Shabbat, plus de Rosh Chodesh, plus de Tfilin. Effectivement, et la cerise sur le gâteau, pas de Torah. La Torah, c'est elle qui nous connecte avec Hachem. Ok? La Torah, c'est la lumière qui nous connecte avec Hachem. Donc, si on enlève la Torah, on a enlevé la source spirituelle aussi qui donne la vitalité au Neshamot. C'est bon. C'est une question de temps avant que le mec, c'est un Neshama, elle s'éteint. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont battus de toute leur force comme des lions, des Messirut Nefesh, pour pouvoir garder ces mitzvot. Et en cachette, ils ont pu faire perdurer cette lumière et repousser donc l'obscurité de la Grèce par la victoire et surtout par le signe qu'Hachem leur a donné avec la lumière de la Menorah qui s'allumait pendant 8 jours d'affilée. Ok, ça c'est la petite histoire de Hanouka. Maintenant, venez, on fait descendre cette lumière à nous. Ok, maintenant comment ça se passe actuellement? On est en pleine guerre, Charavot Barzel, ok, depuis le 7 octobre, dans l'obscurité, ok, représentée par ces tunnels qui représentent l'obscurité. Il y a une guerre dans les mondes d'en haut. Ok, apparemment, il y a une guerre dans les mondes d'en haut ils veulent nous détruire. C'était une guerre où tout le monde a compris, ils veulent détruire le Ham Israël. Bien entendu, matériellement, c'est comme ça que ça s'est donc mis en place, le scénario avec le Hamas, etc. Mais spirituellement, on voit où est-ce que ça a frappé pour comprendre comment, dans les mondes d'en haut, quelles sont les forces spirituelles qui ont été atteintes. Donc, venez, on analyse ensemble où le décret a frappé. Quand Hachem il a décidé
de laisser rentrer le Hamas en Israël, chose ils ont voulu faire depuis tout le temps, depuis toujours. Ils ont voulu nous détruire. Ils n'ont jamais réussi. D'ailleurs, c'est révélé que ce plan était prévu pour Pessah. Il a été reporté jusqu'à Shabbat Simchat Torah. Donc, bien entendu, 1400 morts, ces otages, c'est des Neshamot très spéciales qui sont venus pour amener la Géoula, qui ont une récompense infinie dans les mondes d'en haut. Et c'est pas à cause d'eux qu'il y a eu ce décret, là, bien entendu. On est d'accord. OK? On ne va pas dire, oui, ben voilà, il ne faisait pas Shabbat, donc Hachem, il les a punis. Non, non, non. Sinon, on fait d'Hachem un bourreau que le mec, il ne faisait pas Shabbat, donc on l'a réuni là-bas et on l'a massacré. Non, non. Hachem, il est patient, il attend. On les a réunis, tous ces gens-là, ce jour-là, dans le sud, ok, à la frontière de Gaza, parce qu'ils devaient avoir le mérite de là où ils étaient. Ils avaient peut-être un très grand tikkun à faire, et de mourir de la sorte en étant juifs par des terroristes, ça leur a fait leur tikkun qu'ils auraient peut-être pu faire en 3-4 vies. On ne sait pas. Bref, mais nous, on va pas dans les comptes d'en haut. Mais en tout cas, ce qui est sûr, ce sont des grandes neshamot qui ont fait déclencher la Géoula, la procédure. Et comme on a dit dans les cours précédents, Bakrova et Kadesh, Yom HaShemini, le 8e jour de Simchat Torah, là-bas, Hachem, il se sanctifie par ses proches. Donc c'est sûr, c'est des neshamot qui sont très grandes, qu'Hachem, il a choisi par rapport à ce qui doit se passer. Maintenant, nous, ceux qui sont encore vivants, okay, les rescapés de tout ça, on doit apprendre, okay, comme nous dit le Rambam, nous dit que quelqu'un qui ne prend pas en considération les décrets opérés, c'est quelqu'un de cruel. Parce qu'il n'a pas compris qu'est-ce qu'on lui demande maintenant. Hachem, il a opéré de la sorte, ça veut dire que tu dois comprendre qu'il faut prier, qu'il faut prendre sur toi des mitzvot, qu'il faut faire des choses, d'accord, pour pouvoir annuler. Sinon, il y aura une deuxième couche. Ils n'ont pas compris. Alors, on renvoie une couche. Donc, celui qui ne prie pas et qui ne prend pas sur lui des mitzvot, des concessions, eh ben, il se met en danger. Donc, le Rambam, il appelle quelqu'un de cruel. Quelqu'un de cruel, comme ça, dans les halachot sur Tanit, là-bas, il dit, il est arzari. Il est cruel, ce mec-là. Pourquoi? Tu n'as pas compris pourquoi on fait tout ça? Tu crois que tu continues ta vie? Bon, bah, qu'est-ce que tu veux? Non, il y a un message qu'Hachem, il veut nous faire avancer vers un point donné. Donc, là où il frappe Hachem, mesure pour mesure, c'est là où on doit intervenir. Ok? On a expliqué ça dans les derniers cours, mais là, on va analyser par rapport à ce qu'on vient de dire dans la première partie du cours. Où est-ce qu'Hachem il frappe? Remarquez bien, ça tombe le Shabbat. Le Shabbat, donc tous ceux qui ont été frappés là-bas, c'était des gens qui ne faisaient pas Shabbat. Cette fête, c'était une fête, ok, qui était en plein Shabbat Simchat Torah. Ils ont trouvé que ce moment-là, Shabbat, c'est là que ça a frappé. Dans tous les kibbutzim là-bas, il y en a 22 qui ont été touchés. C'est les 22 qui n'étaient pas shomer Shabbat. Les autres, ils ont fermé leurs barrières et les terroristes, ils n'ont pas voulu se prendre la tête à escalader, ok, parce que c'était des barrières en fer. Ils ont dit, ouais, ce kibbutz-là, laisse tomber, ils ont passé. Donc, l'intervention, elle était sur le Shabbat. Sur le Shabbat, d'ailleurs, il y en a qui ont des dizaines et des dizaines d'histoires de gens qui ont pris sur le Shabbat qui ont été sauvés. Comment dire, il y a une histoire avec deux. Ouais, j'ai pas le temps de vous raconter toutes les histoires là, mais j'en choisir une. Il y avait un Barou Yeshiva, un jeune, ok, qui a grandi dans une famille religieuse et qui est tombé des mitzvot et il a fait sa vie. Mais son père, il a dit attention, mon sadique, Shabbat, tu bouges pas de Shabbat. Donc lui, pour faire plaisir à son père, il faisait Shabbat, un Shabbat bancal, ok. Jusqu'à qu'arrivait cette fête-là, cette rêve partie-là de Nova. Je ne sais pas que les gens, c'était la folie pour eux. À ce qui paraît, le billet d'entrée, c'était 1000 shekels. 1000 shekels, une fête comme ça. Et les gens, ils sont rués sur il n'y a que quelques semaines avant, on pouvait acheter ça à moitié prix, mais il y avait 1300 personnes, je ne sais pas combien de personnes ils étaient là-bas, 2000. Une fête, les gens, même ceux qui faisaient Shabbat, ils ont craqué pour la fête, quoi. C'était un truc de fou, à ce qui paraît. Lui, il a dit à son père, papa, il y a la fête là-bas de trucs, de Nova, je peux pas. Ça tombe Shabbat. Apparemment, c'est 2-3 jours, je sais pas. Bon, bref, en tout cas, il dit, papa, je suis désolé, mais ce Shabbat-là, je vais faire Shabbat, mais limite. Je vais essayer de faire le kidouche là-bas dans un coin.
Son père lui dit, pas du tout, mon fils, pas du tout, tu vas pas craquer. Jusqu'à maintenant, tu me fais plaisir pour une fête. Après, tu sais très bien que tu vas regretter. Allez, vas-y, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, bah, papa, mais comment tu veux que je fasse Shabbat là-bas? Il dit, bah, alors, je sais pas, tu n'es pas obligé de dormir là-bas. Va un jour. Non, tu rigoles, le vendredi soir, toute la nuit, c'est le sommet de la fête. Bon, son père lui dit, écoute, tu sais quoi? Tu vas dormir où là-bas? Ok, il dit, bah, par terre, on dort dans les trucs. Mais on dort pas, tu te rends pas compte, c'est la folie, il y a de l'adrénaline dans tous les sens. Bref, son père lui dit, écoute, fais Shabbat, je t'en supplie, il faut absolument que tu tiennes le coup. Fais Shabbat, débrouille-toi. Il dit, mais comment tu veux que je fasse Shabbat? Il dit, quoi, tu peux pas faire le kidouche là-bas? Tu es obligé de toucher quelque chose. Il dit, bah oui, on arrive en voiture. Il dit, attends, tu me dis que t'es arrivé avant. T'arrives avant, tu touches à rien. Tu dors là-bas, mais fais ton Shabbat en pleine nature. Je m'en fiche, tu te débrouilles. Il dit quoi, comment je pourrais faire? Ok, kidouche, je peux faire, machin. Et là, il dit, attends, papa, pourquoi je ne prendrais pas la caravane? Son père, il a une caravane. Ok? Il dit, je prends une caravane, je dors là-bas, je mets la plaque de Shabbat, j'allume la lumière, je laisse la lumière allumée, je fais le kidouche, et voilà. Son père, magnifique, c'est une idée de génie. Et je danse tranquille, c'est pas moi qui allume la musique. Vous connaissez les Shabbats comme ça, le mec il dit, bon, c'est la minuterie qui allume la télé, le mec il se fout le Shabbat devant des films. Et le même principe. Attends, bon, le père il dit, bon, ok, vas-y, prends la caravane. Il prend la caravane, le mec, et il s'installe à quelques minutes là-bas de la fête, et il se met en place. Il prépare la plaque de Shabbat, il prépare les nérodes de Shabbat, il prépare le repas, le kidouche dans le frigo. Maintenant, il y a ses copains, il lui dit, tu fais quoi là? On peut squatter nous aussi là ou quoi? Il dit, bah, si vous voulez. Il prend 4-5 potes avec lui. Il dit, attention, ici c'est Shabbat, kidouche et tout. Bah, si tu veux, bon, ok, d'accord, on va faire kidouche avec toi, il n'y a pas de problème. Les mecs, ils sont loin de tout ça. Son père, il harcèle, il dit, allez, mon fils, tu veux pas rentrer là, que tu vas faire Shabbat dans la nature et tout. Bref, le jeune, à la fin, il craque. Vendredi après-midi, il dit après son père, il dit, ouais, j'en ai marre, je suis fatigué, j'ai plus les nerfs, je rentre à la maison, papa. Ok, bon, et la caravane, tu la prends avec toi? Il dit, non, les autres, ils font Shabbat, là, je vais les laisser dormir, les pauvres, je leur ai promis. Après, je reviendrai prendre la caravane. Il a laissé la caravane là-bas, le mec. Lui, il rentre, bien entendu, il a été sauvé. Et là, 6 h du matin, 3000 terroristes qui entourent toute la fête. C'est-à-dire, il n'y avait même pas où partir. Les gens, où ils se cachaient dans les toilettes, où la seule solution, c'était de partir à Gaza. C'est-à-dire, du côté frontière de Gaza, c'était le seul endroit où ils pouvaient fuir. De l'autre côté, tout était bloqué, tout était là où ils démordent dans tous les sens. Les mecs, ils se sont dit, on va dans la caravane, on va se cacher dans la caravane. Ils sont entrés dans la caravane, ils ont fermé derrière eux. Les terroristes, ils arrivent, ils voient cette caravane, ils essayent d'ouvrir. Les mecs, c'est sûr qu'il y a des mecs dedans. Ils essaient d'ouvrir, ils voient que c'est fermé. Ok, il y a des mecs à l'intérieur. Ils essayent de faire sauter le truc, ils n'arrivent pas. Ils placent une grenade sur la porte. Non, c'est une caravane. C'est du carton, le truc. Ils mettent une grenade, boum, la grenade, elle explose. Le truc, il se tord, mais la porte, elle est toujours là, elle est toujours bloquée. Ils essaient de tirer. Bon, bref, ils n'arrivent pas. Les mecs, ils se mettent à plusieurs, les terroristes, et ils commencent à mitrailler la caravane. Ils mitraillent en haut, en bas, en largeur. Les autres à l'intérieur, ils sont tous à plat, par terre. Ils sont par terre, les balles au-dessus, tac, 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 dans tous les sens. Ils disent, bon, ils savent pas si les terroristes ne savent pas s'ils ont tué tout le monde à l'intérieur. L'un prend une jerrycan d'essence, il leur met en dessous l'essence comme ça, et il allume. Donc la caravane, elle prend feu par en bas. Les terroristes, ils s'en vont, ils attendent de voir que le feu, il a pris. Ils se voient que la caravane, elle est enveloppée de feu. C'est bon, ça va. Dans quelques minutes, la caravane, elle sera en miettes. Et ils s'en vont. Ils continuent leur route vers les kibbutzim. Maintenant, à l'intérieur, la caravane, c'est de l'aluminium. Donc, le feu, il n'a pas pris. Donc, au fur et à mesure, en fait, toute la paroi, elle a pris jusqu'à que ça atteint l'aluminium à l'intérieur et le feu, il s'est éteint. La caravane, elle est restée indemne. Les mecs, ils sont sortis intacts. Pas une seule égratignure. Pas une seule égratignure. Ils ont été sauvés par la caravane. Quand j'ai entendu cette histoire, je me suis dit, mais attends, vous vous rendez compte? Le mec, c'est une histoire de fou. Le mec, il a placé une caravane Shomer Shabbat. Shomer Shabbat. Le décret, Hachem, où est-ce qu'il frappe? Il frappe par rapport à Shabbat. Mais attention, cette caravane, elle est Shomeret Shabbat. Donc cette caravane, elle n'est pas en rapport avec la Xéra. Donc tout celui qui sera à l'intérieur de la caravane, il sera sauvé. Mais comment ça, il sera sauvé? Les mecs, ils ont des lance-roquettes, ils sont 3000. Tu crois qu'ils vont pas la brûler, la caravane? Non, non, non. Caravane Shomeret Shabbat, ils ne peuvent pas la toucher parce que d'en haut, le décret, il vient à cause du Shabbat. Et si tu t'es Shomer Shabbat, même à l'arrache, comme ces 4-5 jeunes,
ok, et ben t'es sauvé. Il y a une plaque de Shabbat, il y a des Nérot de Shabbat, il y a le Kiddush, Shomer Shabbat, cette caravane, elle est intouchable. Ils vont essayer de t'inquiète pas. Moi, je m'interpose. La Shrina, elle est là, elle s'interpose. C'est-à-dire que la Shrina, elle était là, tu touches pas à mes enfants. Pourquoi? Parce que cette caravane, elle peut être au cœur du pire des massacres que le Ham Israël a connu en une journée, des massacres qu'on n'a pas. À l'intérieur, cette caravane, elle est intouchable. C'est possible ça? C'est possible si tu es Shomer Shabbat. Ah, bien entendu, vous allez dire oui, mais attends 2 secondes, Grodarav, il y a à Ofakim et à Sderot, il y a des Shomer Shabbat qui allaient à la Tfila et ils sont morts. C'est vrai, tu as raison. Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a le libre arbitre. C'est-à-dire que Hachem, il ne veut pas des robots. Si Hachem, il fait en sorte que 100%, on comprenne que c'est à cause de Shabbat, et ben tout le monde va faire Shabbat comme des robots. Hachem, il ne veut pas de ça. Hachem, il veut nous laisser le libre arbitre. Donc, il ramène aussi une poignée d'hommes qui faisaient Shabbat qui sont morts. Ok, pour laisser la place à celui qui veut continuer de ne pas faire Shabbat. De dire, ah, tu vois, il raconte n'importe quoi, Laura. Moi, je connais quelqu'un d'autre qui faisait Shabbat et qui est mort. Donc, voilà, c'est pas que du Shabbat. Pour laisser ce scénario-là dans la tête des personnes, Hachem, il a ça. Mais vous vous rendez compte, le Shabbat, pour vous dire combien la Xéra, Hachem dit le Shabbat, vous touchez au Shabbat, là. Il y avait des lois que les bus, ils vont fonctionner Shabbat. Les mecs en Israël, vous ne vous rendez pas compte de la guerre qu'il y a sur le Shabbat. C'est une guerre à Tel Aviv, ils font exprès contre le Shabbat. Exprès, les bus, ils vont fonctionner Shabbat. Tout commence le Shabbat, les trucs, les machins. Bref. Un des kidnappés, un des enfants kidnappés, 9 ans, ok, il a raconté que la première semaine qu'il a vécue, c'était la pire. La pire. Il était dans une famille là-bas, il lui montrait des trucs, il était traumatisé par ce qu'il a vu. Par contre, après une semaine, donc il y a eu le premier Shabbat où il a été kidnappé, le deuxième Shabbat, donc après une semaine, ils ont changé de famille, ils ont changé d'endroit, et là-bas, il était au top. Ils disaient, ils sont bien occupés de moi, ils étaient là, j'avais ma chambre, j'avais des trucs, ils me donnaient des jouets, des trucs. Ils l'ont mis à l'aise, ils mangeaient comme il faut, etc. Il était en contact avec aucun terroriste. Il était au top. Sa sœur, elle lui dit quoi? Il a une grande sœur, maintenant de 12 ans. Il lui dit quoi? Le Shabbat d'après, tout s'est mis en place pour toi. Il dit ouais, le Shabbat d'après, ils m'ont pris, comme ça, du jour au lendemain, et ils m'ont mis dans une maison. C'était plus ou moins agréable. Sa sœur, elle tombe des nues, elle dit, est-ce que tu sais? Non, c'est une famille de gens qui ne savent même pas c'est quoi le Shabbat. Elle a entendu que le Shabbat, ok, ça pouvait faire annuler des mauvais décrets. Elle a pris sur elle à 12 ans de faire le Shabbat. Dans le kibbutz Be'eri, ok, il n'y a qu'une famille qui fait le Shabbat, une des familles qu'elle connaissait. Elle est partie voir, elle dit comment ça marche le Shabbat. Ils lui ont dit, tu allumes des bougies à l'entrée de Shabbat, les horaires, voilà, tu fais le kiddush. Ok, d'accord. Elle a pris sur elle le Shabbat. 12 ans, elle a pris sur elle le Shabbat d'après, ok. Et c'est là que son petit frère, il a été protégé par la Shrina en plein cœur de Gaza. Donc, c'est pas pour rien. Hachem nous montre, mes enfants, le Shabbat, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas connecté avec moi. Vous n'êtes pas connecté, vous n'avez pas ce hôte. Celui qui n'est pas Shomer Shabbat, vous connaissez des gens autour de vous qui ne sont pas Shomer Shabbat, dites-leur, mon tzaddik, tu es en danger. Pourquoi? Parce que tu n'es pas relié au Ham Israël. Tu n'es pas relié au Ham Israël. Premier truc, donc Shabbat. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Tfilin, aujourd'hui, il y a un mouvement de mise de Tfilin en Israël, surtout chez les soldats. Il n'y a pas un soldat qui n'a pas mis les Tfilin. Pas un soldat. Pourquoi? Parce qu'ils ressentent dans leur Neshamot que les Tfilin, c'est ça qui me relie avec Hachem. C'est ça qui va me sauver. Qu'est-ce qui va me sauver des clipotes, de toute cette obscurité, de ce massacre-là? Les Tfilin. Ils le ressentent. Tzitzi Tfilin, ils sont tous là, tous les organismes, ils sont tous en train de réunir, d'acheter des Tfilin pour les soldats. Le mec, il a juste à dire, j'ai envie de mettre les Tfilin, on lui offre 3 paires d'un coup, tout de suite. Et tous, Torah Box, machin, tous, ils ont tous fait des appels de dons pour offrir des Tfilin à ceux qui ont. Il y a un mouvement, pourquoi? Parce que les Tfilin, c'est les hototes, c'est les signes avec Hachem. Bien entendu, l'histoire de la Brit, on voit cette fête-là, c'est la débauche totale, la débauche totale. À ce qui paraît, c'est des trucs de fou. Et on voit les gay pride homosexuels en Israël, que Tel Aviv, c'est la ville de la gay pride. Et on voit ce qui se passe, on voit comment aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où nous-mêmes, les juifs français, les mecs qui viennent à Tel Aviv, c'est Gog ou Magog. C'est Gog ou Magog là-bas, ce qui se passe. Il y a des trucs, des histoires. Mais qu'est-ce que tu fais de ça dit? Qu'est-ce que tu fais? Et la terre d'Israël, au bout d'un moment, elle va tifkod à et avona. La terre, elle demande le paiement de tout ça. Là-bas, on est dans la parachat Emor.
ce qui se passe après tous les adultères. À la fin, il y a marqué quoi? Vataki arrête cette rème. La terre, elle va vomir ses habitants. L'adultère, elle amène le manque de Shmirat Habrit, c'est-à-dire qu'on prend là où se trouve l'alliance avec Hachem et qu'on la salit avec des adultères, avec des mauvaises relations, avec du Zera Levatala, alors la terre d'Israël, elle vomit ses habitants. Qu'est-ce qui s'est passé le jour même? 240 otages. Mais comment ils ont réussi à prendre tous ces otages-là? Comment, même eux, ils devenaient fous. Les mecs, ils venaient, le mec, c'était en jean, en tongs, il arrivait tout seul de Gaza, il n'est même pas armé, il prenait un otage avec sa mobilette, il rentrait chez lui. C'est quoi ce truc-là? Peut-être que c'est Vatif Code est Avona, la terre, elle dit stop. Combien vous allez salir la terre d'Israël? Combien vous allez salir la terre d'Israël? Pas eux, attention, je ne suis pas en train de dire c'est eux, mais peut-être que là, c'est écrit noir sur blanc et que la terre, tout de suite, elle vomit des habitants. Les mecs, ils se sont éjectés comme ça d'un coup. Du jour au lendemain, boum, 240 personnes, ils ont disparu de la circulation. Et sans compter que le Zera Levatala, la semence en vin, c'est ni plus ni moins que prendre les étincelles qu'on a dans notre Neshama et les sortir. Pourquoi c'est quoi le mesure pour mesure? Que quand il y a de l'adultère, alors la terre d'Israël, elle sort ses habitants. Parce que de la même manière que le mec, il a sorti ses étincelles de sa Neshama lorsqu'il a fait semence en vin ou lors d'une mauvaise relation, etc. Donc, la terre d'Israël, elle sort ses étincelles qui sont dans l'Israël de la Neshama globale qui est Eretz Israël. Vous comprenez? Donc, otage, tac. C'est du noir sur blanc. Et combien de viols? Mais d'où ça sort, ça? Ils ont fait un reportage. Des milliers de viols. Vous ne vous rendez pas compte de ce qui arrive aux oreilles des rabbinim. De femmes qui sont tombées enceintes de terroristes, qui demandent est-ce qu'on doit avorter? Est-ce qu'on peut avorter? C'est de la folie. Exprès devant tout. Qu'est-ce qui leur prend? Selon le Coran, c'est interdit. Quand ils posaient la question là-bas aux terroristes qu'ils ont interrogés, ils disent depuis quand c'est permis de violer des femmes? Même eux, ils disent non, c'est interdit. Alors, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi vous avez pris les femmes? Alors, pourquoi vous avez pris les femmes en otage? Pour les salir, malheureusement. Pourquoi pour les salir? Parce que peut-être que nous, on ne fait pas attention. Peut-être que nous, on ne fait pas attention à la tsiniout, que nous, on ne fait pas attention à l'alliance qu'Hachem, il a mis sur notre. Donc, Hachem nous dit, les enfants, tsiniout, faites attention. Ne me trahissez pas l'alliance. Gardez cette alliance pure. Faites attention à la pureté familiale, mikvé, semence en vin, tsiniout. Et vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Un mouvement de tchouva sur la tsiniout. Des femmes qui se couvrent la tête, et des trucs incroyables, des femmes hyper loin. Des gens qui font des courses sur la tsiniout. Des femmes comme ça, une femme ici à Ashdod, elle a perdu sa sœur, elle fait des courses sur la tsiniout. Pourquoi? Elle a compris le message. Ça, c'est Hachem, il nous dit, les autotes, mes enfants, la brite, ce signe-là, il a été endommagé. Bref, et donc, on est dans tous ces xérotes-là, okay, dans tout ce qui s'est passé, on est arrivé à ce que l'alliance avec Hachem, elle est touchée. L'alliance avec Hachem, qu'est-ce qui ressort de ça? Il ressort un élan où tout le monde parle du Mashiach. Tout le monde parle du Mashiach, c'est la Malchut d'Hachem, ça c'est Rosh Chodesh, le Keter, où on a compris qu'on ne peut se reposer que sur Hachem. Cette guerre-là, ce massacre, il nous a fait comprendre qu'on peut se reposer ni sur l'armée, ni sur les renseignements, tout ça, c'est fort, les technologies, ce que vous voulez. Vous savez que les mecs, ils rigolent là-bas, les soldats, les tanks, ils avaient des technologies contre les missiles anti-chars, etc. Tout ça, ils se sont compris que c'est des bêtises. Ils nous font des vidéos de folie, etc. Mais sur le terrain, si tu n'as pas Hachem avec toi, tu es en l'air. Et tout le monde a compris qu'il n'y a que Hachem qui peut te sortir de là. Donc, remarquez bien, Hachem, il nous dit, mes enfants, vous êtes où vous allez être en galoute? Encore combien de temps comme ça en galoute? Combien de temps vous allez comment dire, combien de temps vous allez m'abandonner? Ok, vous faites tous ces mitzvot, etc. Mais il faut qu'il y ait une alliance entre vous et moi. Il faut que ce Shabbat-là, c'est pas un Shabbat pour pouvoir recevoir ta bracha de la semaine. Il faut que cette signoute, elle n'est pas là parce que tu as besoin d'enfants de sadikim ou que tu as besoin de parnassa ou de pas te faire scalper après 120 ans. Tes tefilines, ton étude de la Torah, tout ça, tous ces trucs-là, il faut comprendre que Hachem nous demande une chose, mes enfants, est-ce que vous voulez que je sois le roi? Est-ce que vous voulez que je sois qu'on passe ensemble une aventure dans la Géoula Berachamim? Hachem, il nous parle, il nous dit, mais aidez-moi pour ça. Aidez-moi, connectez-vous avec moi. Parce que si vous vous connectez, vous n'avez rien à craindre par rapport à la suite. La suite, c'est la lumière au bout des tunnels. La lumière au bout des tunnels, cette lumière-là, on peut lui donner de la force. Comment lui donner de la force?
Comme ce qui s'est passé à Hanouka. Là-bas, dans les tunnels même, les Maccabim, ils faisaient Shabbat, bébé Sirut, Nefesh. Il n'y a pas un Shabbat. Mon travail, je le mets de côté. Il met, tu vas te faire tuer. Je m'en fiche. Brit Mila, bébé Sirut, Nefesh. Tombe pas, mon tzaddik. Tombe pas, ma tzadika. Qu'est-ce que tu vas gagner à 5 minutes de plaisir pour jeter ta neshama à la poubelle? Arrête tes bêtises, tu vas être gagnant. Tu es connecté avec Hachem, tu ne te rends pas compte. Alors fais tchouva. Dans pas longtemps, on commence les Tikkun Shavim, Rabotai. Dans un mois, commence les Tikkun Shavim. Je vous annonce dès maintenant, je fais une bande-annonce dès maintenant. Tikkun Shavim, ceux qui auront la chance de faire ça avec nous, ils remettent leur neshama à zéro. Toutes les avérotes qu'ils ont fait, les goyotes, les batalas, tout à zéro, zéro. Après 120 ans, tu n'as rien à craindre. Alors, il y en a que ça prend un peu plus de temps avant de voir comment dire, les fruits sur place. Mais en tout cas, il est sûr que la neshama, elle est remise à zéro. C'est une journée, un jour de jeûne, une tzedaka et une prière de mincha spéciale et c'est terminé. Les gens, ils l'ont fait, ça fait 2-3 ans qu'on le fait à Botaï. Les gens qui n'avaient pas à avoir d'enfants, ils ont eu des enfants. Qui avaient des problèmes par ça, de shalom bayit, les choses, elles se sont arrangées. Les choses, elles se sont arrangées parce qu'ils ont réparé leur neshama. J'ai un copain là, il m'a annoncé, ça fait 7 ans qu'il n'arrive pas à avoir d'enfants. Je lui dis, fais Tikkun Shavavim, fais-le, écoute ce que je te dis. Il a fait le Tikkun Shavavim, sa femme est tombée enceinte 1 mois plus tard. C'est-à-dire qu'il a réparé quelque chose dans sa neshama. Il a réparé quelque chose qui lui a permis d'amener un enfant au monde. Vous ne vous rendez pas compte de cette force. Bref, en tout cas, Hachem nous dit, mais tzadikim, ne me trahissez pas. C'est dur, c'est l'épreuve de la génération, l'adultère. La pureté familiale, les machins. Soyez forts. Pourquoi? Parce que tu fais un effort ici, mais tu seras sauvé de toute cette guerre de Gog ou Magog, parce que tu es connecté avec moi, tu es connecté avec l'homme Israël. Tu fais tomber la clipa dans les mondes d'en haut. Donc, automatiquement, on arrive à la lumière, on arrive à la Géoula. Et maintenant, Tfilin, Limouda Torah, Tzniut, tout ça, c'est ce que Hachem nous montre. C'est les mêmes éléments qu'il y avait là-bas à l'époque de la Grèce antique. C'est les éléments que représente le rocher, l'obscurité, pour casser les forces du mal. Donc nous, on sait ce qu'on doit faire maintenant. Hachem, il nous fait des appels de phare, on dit les enfants, surtout, faites des efforts dans ces lumières là-bas. Parce que ces lumières-là, elles vous connectent à moi. Et si vous êtes connecté à moi, alors vous n'avez rien à craindre. Rabotai, on ne sait pas où on va maintenant. Est-ce qu'on va se confronter avec le Hezbollah, avec l'Iran, avec... Ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de mettre toutes les forces dans la bataille. Toutes les forces dans la bataille, c'est là qu'il faut agir. Il faut agir en faisant d'Hachem un roi. Comment faire Hachem un roi? Tu te connectes avec lui, tu te connectes avec le Ham Israël. Ham Israël, c'est Shabbat, c'est Tzniut, c'est Gdusha, c'est toutes ces valeurs-là. Et là, on donne une force à la Gdusha et on fait tomber la Klippa. Quand la Klippa, elle tombe en haut, elle tombe en bas. Et à ce moment-là, les mecs, ils lèvent les mains, ils se rendent. Et tous ces terroristes, ils ont perdu leur force, ils ont perdu leur toupet, leur audace. Pourquoi? Parce qu'une fille, elle a pris sur elle un petit peu plus de Tzniut. Donc les mecs, ils ont levé les mains. Parce que la Klippa, elle tombe en haut, vous comprenez? Donc à la fin des temps, il y a marqué comme ça que la Klippa, elle va comme une bougie, avant de s'éteindre, elle prend de la force. La Klippa, à la fin des temps, elle prend de la force, mais c'est le signe que c'est la fin. Parce que juste avant de tomber, c'est là qu'elle met toutes les forces dans la bataille. On l'a vu avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est là qu'il y a eu les pires horreurs. Ils ont mis toutes les pires horreurs avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'ils savaient qu'ils avaient bientôt terminé, les nazis. Ils étaient bientôt morts, donc ils ont mis toutes les horreurs dans la guerre. Et malheureusement, c'est ce qu'on a vu le 7 octobre. La Klippa, elle a mis un coup terrible à Misré. Terrible. Je ne sais pas comment on va s'en remettre, ok, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que juste avant de tomber, la Klippa, elle met ce dernier coup. Donc, venez, on continue à mettre en place ces efforts et comprenez que vous êtes ni plus ni moins, vous aussi, des combattants. Alors, il y a des combattants de Tzahal qui sont sur le terrain, ok, mais on peut leur donner des forces, nous aussi, quand on fait tomber la Klippa dans les mondes d'en haut et donc automatiquement sur Terre. On va finir avec une petite histoire. Il y avait à la Shoah, comment dire, là-bas, c'était un camp de femmes. Ok, il y avait dans le côté des femmes, il y a une femme qui avait volé des pommes de terre dans la cuisine. Ok, elle avait volé des pommes de terre, ou elle a pris les pots là-bas de pommes de terre dans la poubelle, je sais pas. Bref, en tout cas, les cuisiniers se sont rendus compte. Ils ont dit, il y avait apparemment la fille qui travaille là-bas, qui a pris les poubelles, je sais pas quoi. Il y a quelqu'un qui a volé les pommes de terre. Bref, ils ont mis toutes les filles en ligne. Elles ont dit, ok, qui a volé les pommes de terre? Si vous ne dites pas, on vous descend. Donc, il y avait des nazis femmes qui étaient là, ok, qui s'occupaient et elles commençaient à les mettre en ligne et à remettre des coups de pression. Personne ne s'est dénoncé, personne n'a voulu dénoncer. Jusqu'à qu'il y en a une,
un peu forte comme ça. Elle a dit, c'est quoi, vous savez quoi, vous voulez jouer à ça? Très bien. Personne ne veut se dénoncer. Apparemment, vous avez faim? Ok, on va faire un concours. Celui qui mange le plus, il gagne. Choisissez une fille parmi vous contre moi. On fait un duel à table et celui qui abandonne, celle qui abandonne la première, elle a perdu. Si vous perdez, tout le monde meurt. Si on perd, si moi je perds, vous êtes sorti d'affaire. D'accord? Ok, allez, on va voir. Bon, ce truc, il y a une fille qui dit, écoutez, moi, je me rappelle que je pouvais manger une tonne, j'avais toujours l'appétit. Mais la fille, imaginez-vous, elle n'a pas mangé depuis des mois et des mois, elle est toute mince. Elle dit, moi, j'ai un appétit, peut-être, je sais pas, il y a des gens comme ça, ils mangent, ils peuvent rentrer une tonne, ils ont des, je sais pas, ils ont des vers à l'intérieur qui bouffent tout. Donc, la digestion, elle se fait très rapidement. Comme ça, il y a des mannequins, elles ont des vers spécifiques, elles sont tout le temps maigres parce que leur métabolisme, il est comme ça. Bref, elle dit, moi, si vous voulez, moi, je peux essayer. Bon, ok, il installe et l'autre, elle est là. Vas-y, les repas, ils arrivent. Et quand elle commence à manger tout doucement, c'est dur. Au début, c'était dur. Elle avait l'estomac tout serré. Donc, elle mange tout doucement. Et l'autre, elle a déjà fini son repas. Elle dit, vas-y, amène l'autre. C'est bon, t'inquiète pas. Et l'autre, elle mange tranquillement. Elle finit son repas. Il lui amène le deuxième. L'autre, elle est déjà à la moitié. Elle est en train de manger et tout. Et l'autre, tranquille, elle mange. Bon, elle a l'air bien comme ça. Troisième repas. Et bon, elle commence un peu à caler l'allemande. L'allemande. Et l'autre, elle est là, tout le monde en train de manger, quand même tranquille. Et elle aussi, elle en peut plus. Maintenant, elle appelle sa copine. Elle appelle sa copine. Il y avait une fille qui était là à côté d'elle pour l'épauler, genre. Et elle appelle comme ça, elle lui dit un truc dans l'oreille. L'autre, la nazie, elle la voit, elle dit, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Dis-moi tout de suite, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Vous n'avez pas le droit de vous donner des secrets là. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Celle qui était à côté, elle lui dit, écoute, elle a bien aimé l'aubergine là. Elle aurait bien voulu savoir si elle pouvait avoir encore une deuxième assiette comme ça. Elle dit, quoi? Encore elle a faim, celle-là? Elle prend sa serviette. Elle jette sur la table comme ça. Vas-y, j'en ai marre, j'en peux plus. Moi, encore un peu, je vais tout vomir. Elle a abandonné. Non, Baruch Hashem, elles ont gagné, elles ont été sauvées et tout. Elles ont pas été donc exécutées. Et maintenant, l'autre, elle dit, elle la regarde et tout. Elle était hyper contente. Elle dit, maintenant, qu'est-ce qu'elle lui avait dit dans l'oreille? Elles ont raconté après le secret. C'était pas qu'elle avait envie d'une autre aubergine. Elle lui a dit, encore une bouchée et je recrache tout. Je peux plus tenir. Mais elle était très forte de garder sa sérénité. Donc sur son visage, on ne voyait rien du tout. Mais elle a dit à sa copine, j'en peux plus. Maintenant, sa copine, elle a été intelligente. Elle lui a dit, oh, elle aurait bien pris encore un peu d'aubergine. Donc l'autre en face, elle s'est dit, attends, c'est pas possible. Je suis tombé sur qui? Ah, c'est un monstre, la fille. Donc elle a abandonné. C'était psychologiquement, ils ont réussi à s'en sortir. Cette histoire, elle est très forte parce que c'est exactement pareil pour la ville. Hein. Mais les forces du mal, ils nous font croire. Au moment où ils n'ont plus de force, ils nous font croire, dernier effort. Ah, on est là, on est fort, on va détruire l'âme Israël. Mais en fait, au fond, ils n'ont plus rien. Donc nous, on ne va pas se laisser abattre parce qu'on a vu. On ne va pas tomber et dire, ouais, ça y est, qu'est-ce que tu veux, c'est terminé. Comment on va se remettre de toute cette épreuve, de ce massacre? Non, justement, c'est quand la clipa, elle donne ses derniers efforts, ça veut dire qu'il n'y a plus rien derrière. Donc c'est là qu'il faut mettre le paquet à Rabotaï. Et c'est là qu'il faut se battre encore et encore pour pouvoir arriver à faire tomber les clipotes, les forces du mal et changer l'obscurité de cette guerre des tunnels avec la lumière au bout du tunnel, cette lumière de Hanouka, contre l'obscurité avec la Géoula, Berachamim, Dolim, Baruch Adonai Leolam, Amen et Amen.